Bienvenue au Zénith sur Equinox et on va spécialement s'adresser au chef de la nation du Cameroun, Monsieur Paul Biya, qui sans doute peut nous regarder, on ne sait jamais, hein, puisqu'on dit qu'il est en Vomeka dans son village natal pour quelques repos. Il se repose en Europe, il se repose au Cameroun. Très bien, pendant ce temps, les ministres qu'il a choisi de mettre en place font tout et n'importe quoi depuis le début de cette semaine. On parle beaucoup de Jacqueline Kouma-Bessike, ministre des Affaires foncières, et des domaines et du cadastre, impliqué dans plusieurs scandales. Ils sont nombreux comme ça, les membres du gouvernement impopulaires. Ça va chercher entre André Mamafouda à la santé, Laurent Serge Tundingwa des petites et moyennes entreprises, en passant par Issa Chiroma Bakari de la communication, qui sont tous désuets, quelque peu usés même. On n'oublie pas le sieur Tangana, Mbarga Tangana, oui, du commerce, qui a déjà dépassé les records de longévité à ces fonctions-là. Alors pourquoi choisit-il de garder tout ce beau monde en fonction, même lorsque, comme pour le cas du délégué du gouvernement à Douala, l'incompétence a été avérée depuis de longues années? C'est ça la politique, la gouvernance, parce que vous, président de la République, vous avez le temps, votre temps, le temps qui vous convient, alors que le pourrissement est en train de gangréner totalement la bonne marche des affaires de la nation. On va saluer tout le panel qui vous dit bienvenue encore à cette autre édition du Zénith. Charles Armel Bachou. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à l'homme par qui le schisme risque d'entrer dans l'église évangélique du Cameroun. Et bonjour à ces journalistes qui, au lieu d'analyser le problème, trouvent une parade pour parler encore des clivages tribalistes. Bonjour. Voilà, bonjour à vous, Kete Diaha. Bonjour à vous, Sam, merci de m'accueillir. Bonjour au plateau et à vous qui nous regardez à la maison. Bonjour particulier à ces enfants qui ne se soucient pas de ce que leurs parents peuvent penser, des sentiments que les parents nourrissent à leur égard et qui se permettent de faire des fugues comme bon leur semble. Sentez-vous saluer. Voilà, c'est entendu. Avec nous également ce matin, Bombok Bengan, mais je dois rappeler qu'au cours de cette édition, nous aurons à parler beaucoup de politique en liaison d'abord avec la chronique de Charles Armel et puis avec notre invité qui devrait bientôt nous rejoindre. On reviendra sur le processus électoral au Cameroun. Bonjour. Bonjour Sam, moi je salue les citoyens du Cameroun. Nous sommes à quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Aux urnes, citoyens, bonjour. Et on démarre avec l'histoire en guise de préambule qui nous permet, comme un apéritif, de bien rentrer au cœur de ce programme. C'est avec vous, Tendance. Bonjour Sam, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais saluer tous ceux qui sont du côté de Libélingoye. Et je salue encore les filles qui ne parlent pas avec leur mère, avec maman. J'étais à Libélingoye, tu connais Libélingoye, non? Libélingoye, c'est là où on a assassiné Ruben Oumnobé. Ouais, regarde comment mon cœur me fait mal. Diara, j'ai marché, j'ai fait un aller-retour à Edea. Donc, quand on arrive à Edea, on va tout droit. Après, on arrive à Libélingoye. C'est une fille qui s'appelle Sophie. J'ai arrangé les problèmes là, fatiguée. Fatiguée, jusqu'à, comme je me vois là. Si je somnole, c'est que je n'ai pas pu. Si je somnole, ça veut dire si je fais comme ça. Ok, tendance. C'est que franchement, je n'ai pas dormi. Sophie ne parle pas avec sa mère depuis, ça fait aujourd'hui 4 ans. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Elle m'a expliqué que depuis qu'elle faisait la classe de 3e, elle a porté une grossesse dont son camarade de classe l'avait enceinté. Sa mère a dit, tu es encore petite, tu fais quoi avec un élève comme toi? On va seulement avorter. Sa mère a fait avorter le premier enfant. Deuxième avortement, elle a fait première année à l'université. Il y a son camarade de classe encore qui l'a enceinté. Sa mère a dit, ma chérie, tu es encore jeune pour accoucher. Sa mère l'a amenée à avorter. Aujourd'hui, elle est dans un foyer, elle n'arrive pas à concevoir. Dans son foyer dandine déjà. Elle dit que ce qui l'arrange, c'est que son mari a changé. Quand sa belle-mère arrive à la maison, elle dit que, ouais, maman, tu ne craches même pas. Comment? J'arrive ici à la maison, tu mets tous les sexy. Et tous les sexy. Elle veut même venir comme ça, il voit le cabas sur toi. Et son mari rentre tard. Et il reste au téléphone avec sa mère au moins 1 heure de temps. Il parle en patois. Donc, où elle est là? Elle sent dans son cœur que sa belle-mère veut le bébé. Elle veut le petit-fils. Ses belles-sœurs aussi l'appellent pour dire, ma, on croyait que tu devais me dire que tu es malade, que tu as un retard, rien. Donc, elle ne parle plus avec sa mère. C'est chaud, ça cuit. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, je mélange tout ça. Chers téléspectateurs, pardon, posez avec Sophie. Si maman et Sophie peuvent faire la paix, parce que moi, je ne suis pas tranquille, il faut que les deux là me libèrent. Libérer mon esprit.
Parce que quand vous avez les problèmes, mon esprit se balade. Je suis aussi bien dans la tête. Alors, on va faire le premier tour de table autour de cette histoire, commençant par vous, Mbombok. Oui, c'est une histoire. D'abord, moi, ça me plaît qu'au départ, la fille grandissait à côté de sa maman, mais il s'est trouvé un accident. C'est-à-dire que le genre d'accident qui se trouve souvent, mais qui sont malheureux, notamment, c'est-à-dire que cet avortement-là, ou alors ces avortements-là, n'ont pas été encadrés par les services médicaux. C'est peut-être à ce niveau, me semble-t-il, qu'il y aurait eu des perturbations sur la maternité de la fille aujourd'hui. Mais ça cause un problème véritable. D'abord, de l'encadrement de la jeune fille, ensuite, des relations du couple. C'est-à-dire, est-ce que ta copine a dit à son mari, c'est de boire, parce que ça aussi, à un niveau... Je ne suis pas entrée dans les détails là. Voilà, donc en fait, ce problème va se poser. Moi, je pense que là, elle devrait dire à son mari que, bon, j'avais fait des avortements qui n'ont pas été bien encadrés, peut-être que c'est... Ça nous permet donc de reparler de ce qu'on appelle généralement un langage civilisé, les IVG, interruption volontaire de grossesse, quels que soient les âges. Ket Diarra, c'est une pratique qui est punie, répréhensible au Cameroun, elle est interdite, c'est-à-dire que vous pratiquez l'avortement, vous êtes passible de poursuites pénales. Est-ce que c'est bien compris comme ça dans les esprits de la plupart de nos femmes? Malheureusement, je pense que non, Sam Sévérin, parce que les avortements continuent d'être pratiqués et encore même que lors d'une enquête menée auprès des centres de santé, des hôpitaux, on nous a bien fait comprendre que les personnes qui avortaient en majorité sont des personnes mariées. Ce sont des femmes mariées. Donc vous comprenez bien que c'est une pratique qui ne va pas s'arrêter de maintenant, qui continue de nourrir son homme. Maintenant, je pense que ce sujet retrouve un tout petit peu celui dont on parlait ici hier ou avant-hier. Avec les rapports entre les... Oui, où je vous ai clairement fait comprendre que peu importe l'âge au cours duquel l'enfant va tomber enceinte, qu'on la laisse accoucher. Parce que regardez le cas de cette jeune fille. On l'a fait avorter une fois, on l'a fait avorter une deuxième fois et aujourd'hui, voilà les conséquences qu'elle est en train d'encourir. Donc l'attitude de la mère, moi je refuse de la comprendre parce que ce sont les mamans qui vont toujours se soucier du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que le voisinage va dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Est-ce qu'elle pourra aller à l'école? C'est des mamans qui ne pensent pas tout de suite au bonheur que cela peut procurer après. D'accord, il y a des familles dans lesquelles on n'arrive pas à manger. Il y a des familles dans lesquelles on n'arrive même pas à avoir de l'eau, de la simple eau à boire parce que même cette eau, il faut acheter. Mais cela, pour ma part, n'explique pas qu'on arrive jusqu'à cet extrême. Et maintenant, interroger la jeune fille. Aujourd'hui, elle parle de sa mère. Non, mais c'est de l'ingratitude. Parce que quelque part, cette femme l'a aidée à avancer. Elle ne devrait pas avoir cette position qu'elle a au point de dire qu'elle ne parle pas à sa mère. Quand elle se faisait avorter, elle était contente, non? Elle partait à chaque fois écarter ses jambes pour prendre un second enfant. Donc, elle va accuser qui elle veut aujourd'hui, mais je pense que les responsabilités sont partagées et qu'il va peut-être falloir qu'elle se rende à l'hôpital avec son époux afin qu'on puisse voir c'est quoi son problème. Oui, cher Larmel, effectivement, il y a beaucoup de leçons qui peuvent être tirées d'une telle histoire. Je ne sais pas par quel bout vous voulez la prendre. Alors, il faut dire, Sam Sévérin, que si on parle de cette jeune fille, c'est une jeune fille qui forcément aujourd'hui se retrouve et qui est proche de la trentaine. Donc, ça veut dire que de la troisième ou en première année, ça se situe dans les années 90, forcément, ou 2000. Alors, 2000. C'est une période où les gens ne sont pas encore émancipés, les familles ne sont pas encore émancipées, où porter une grossesse à la maison égale honte, égale insulte, égale méprise, égale même, il faut le dire, malchance pour les parents qui, au vu déjà de la communauté traditionnelle, souvent être repoussés comme étant n'ayant pas réussi leur éducation, qui au niveau du quartier vont être aussi indexés, doigtés, peut-être même, comme on va dire, au niveau du cursus scolaire de la jeune fille, qui elle aussi, il faut le préciser, devrait être prise. Est-ce que c'est les parents qui ont échoué ou est-ce que c'est la jeune fille? J'aurais dit à la première tentative pour la classe de troisième que oui, c'est les parents qui ont échoué. Mais rendu encore à l'université, je vous dirais non, les parents n'ont pas échoué parce que la jeune fille, elle le savait. Il y a un proverbe qui dit, si vous ne voulez pas la grossesse, ne dormez pas nu à côté d'un homme. La femme qui dort nu à côté d'un homme, forcément se retrouve à vouloir la grossesse. Pour dire donc, finalement, Sam Sévérin, qu'aujourd'hui, ça peut être que le mari n'est pas présent. Un mari qui est tout le temps de travailler rentre tard à sous. Vous pensez qu'il pourra fabriquer quel type de spermatozoïdes? Vous pensez qu'un mari, déjà même que la science demande à faire au moins 3 fois pour multiplier les chances de conception. Alors j'estime que si le monsieur n'est pas là constamment, si le monsieur n'a pas le temps de s'occuper de sa femme, si même au niveau de l'alimentation, il consomme des produits qui, au lieu de favoriser ce développement, se retrouvent plutôt à tuer, j'estime qu'on va se retrouver là. Donc, si ils sont allés à l'hôpital et que l'hôpital n'a rien trouvé, ça suppose que le problème, c'est à leur niveau.
Ok, avant les messages, oui, tendance. À l'hôpital, rien. Monsieur est présent. Mais sauf que ces derniers temps, il change. Il cause trop avec sa mère, ses petites soeurs. Et ça laisse ma copine dans le suspense. Donc, où je suis là, même si c'est comment, moi, il te demande de causer avec ta mère. Parce qu'elle a dit qu'elle préfère mourir sans parler avec maman. C'est arrivé, fais tes prières. Bon, ça peut poser aussi le problème des rapports que les enfants doivent avoir avec leurs parents en général. Parce que se mettre en conflit de façon frontale avec sa génitrice, ce n'est pas tout à fait même à la réunion aussi. familiale, quand on a convoqué, on a appelé sa mère, elle a dit que je ne bouge pas, nos bougies. Et elle n'est pas partie à la réunion, d'après ce qu'elle m'a dit. Nos bougies, c'est en anglais que je ne bouge pas. Une fille qui est en première année, qui est appelle passée par la terminale, a appris deux choses. Et c'est l'objectif de la terminale. Apprendre à discerner le bien du mal. Apprendre à raisonner. Ne jamais dire oui. Ne jamais dire non. Ça se pourrait. Et elle accuse sa maman. Elle a voté. Elle a voté en 2000. Donc, si ça, elle avait accouché jusqu'à l'enfant a 17 ans aujourd'hui. C'est en 2000. D'après ce que tu m'as expliqué. Donc, elle pleure, elle dit qu'elle voit les enfants de ses copines. Elle coule les larmes. Non, c'est l'ingratitude des enfants. Ça, c'est le propre des enfants de nos jours. Une femme va vous élever. On voit ça tous les jours. Un monsieur vous donne une éducation impeccable. Demain ou après-demain, vous roulez dans vos voitures. Et c'est sur ce monsieur que vous déversez de la boue. Vous devez avoir du respect pour ceux qui vous ont élevés. Peu importe les erreurs que les parents ont pu faire. Dans la plupart des cas, ils ne le font pas parce qu'ils veulent vous faire du mal. Ils le font parce qu'ils cherchent votre bien. Alors, tendance, il faut dire à ta copine de se bouger. Hein, alors, peut-être qu'il devrait s'inspirer de votre exemple à vous, Ketia, parce que vous avez beaucoup de respect pour votre maman qui vous a élevé. C'est la première de mes yeux. Voilà, c'est ça. Alors, ça pose quand même un problème sur un plan sociologique, effectivement, de nos jours, du rapport que les filles ou bien les femmes ont avec des enfants indésirés ou indésirables. On a encore une triste actualité. Depuis hier, ça s'est passé à Etouguébé, à Yaoundé, de cette jeune fille étudiante qui a donc assassiné ses deux filles jumelles ou bien jumeaux, je ne sais pas trop, et elle a disparu de la circulation. Donc, les avortements, les assassinats, les abandons d'enfants, je ne sais pas dans quel ordre on mettra ça pour que la société puisse être au-dessus de ce type de choses horribles. Non, toute criminalité est condamnable, hein, que ce soit sur le plan terrestre ou céleste, c'est condamnable et on doit se purifier dès lors qu'on a commis un tel acte, qu'on le veuille ou non, ça va nous rattraper demain. D'abord la personne qui l'a commise et la société ensuite. Il en va de même de ces cas d'avortement dont on parle de tout, c'est un avortement. Ça veut dire que vous avez tué. On l'a voulu, on l'a tué. On va sortir de ce sujet, on prend les messages, cher Armel, parce qu'on doit prendre la chronique. Oui, oui, on a ce message d'Armel, le philosophe, qui nous a écrit, qui dit concernant cette histoire, je peux comprendre la demoiselle, mais de là à ne plus parler à sa maman, c'est un tout petit peu excessif. Quant à la mère, elle est donc responsable de ce qui arrive aujourd'hui à sa fille. Conséquence, cette dernière ne pourra peut-être jamais plus concevoir. Et ce message qui arrive à la suite qui dit « La mère de Sophie ira en enfer pour ses crimes. Le législateur camerounais a prohibé l'avortement. » Et ce message est signé de Mustapha. À la suite de Mustapha, on prend également ce très long message de Falas Kamga qui nous écrit de la ville de Tian, qui dit « Quand ce n'est pas des scandales financiers, je pense qu'il n'est pas très en rapport avec le sujet de tendance, donc on va le lire bien plus tard. » Mais par contre, ce message l'est. C'est celui de Florence Feuillon qui dit « Cette fille a raison. Comment sa mère a pu la faire avorter et elle a laissé faire vraiment. Ma chérie, tu as accepté que ta mère te fasse avorter au départ et maintenant tu regrettes puisque tu en vis les conséquences. » Très bien. À présent, la colère de Charles Armel Bachou qui repose ce matin sur la question épineuse des partis politiques, toute obédience confondue, depuis leur avènement à la faveur des vents des libertés des années 90. Si on fait le bilan aujourd'hui, on en est à un peu plus de 200, 300, ça dépend au ministère de l'administration territoriale. Quel est leur impact sur le quotidien au niveau de la vie politique aussi? Doit-on définitivement les balayer tous pour laisser éclore une nouvelle classe de dirigeants? C'est là l'un des fondements qui guide la chronique de ce matin, la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour sur la question des partis politiques au Cameroun. Le Cameroun a une floraison de partis politiques et c'est bien. Quelles sont les personnalités qui sont à la tête de ces partis politiques? D'ailleurs, comment sont créés les partis politiques au Cameroun?
Quelle est la psychologie des présidents de partis? Quelles sont les assurances véritables, hormis le bling-bling, que ces personnes seront différentes que celui en place? D'ailleurs, comment comprendre que chez nous, loin des idéaux fondamentaux des premières heures, les partis politiques sont créés sur la base familiale ou ethnique, avec un manque de vision et un cloisonnement social qui conduisent les fondateurs des partis politiques à créer des structures ethniques en lieu et place des partis politiques? Comment comprendre le fait que beaucoup de partis politiques ont vu le jour comme groupe de réunions traditionnelles avant de prendre l'étendard de partis politiques? Comment comprendre encore qu'à ce jour, certains partis ne trouvent la popularité qu'auprès des membres d'une même région ou d'un même village, devenant de fait des partis inactifs et inexistants au-delà d'une certaine zone géographique sans aucune légitimité nationale? Comment comprendre que l'organisation interne de ces partis politiques soit personnalisée autour des leaders? Frundi, Garga Amanadi, Tobim Bida, Ndamjoya et j'en passe. Ils sont là depuis pratiquement 19 ans et 26 ans pour les uns et les autres. Mais ils veulent chasser le lion. L'homme par qui le changement est arrivé. Savez-vous que beaucoup de partis politiques sont créés comme une affaire personnelle, une entreprise privée, et que les leaders fondateurs considèrent le parti comme leur possession? D'ailleurs, suivez mon regard. Centralisation de pouvoir et responsabilité qui à la fin crée un certain culte de la personnalité qui démontre à suffisance le règne à vie du leader fondateur. Ce n'est pas moi qui vous apprendra que beaucoup de partis politiques au Cameroun ont comme leader le fondateur, la même personne qui dirige le parti depuis sa création. Depuis plusieurs décennies, peu ou aucun parti politique n'a changé de leader. Comment comprendre le manque crucial de moyens financiers dont souffrent nos partis politiques au Cameroun? Disons-nous la vérité, peu de partis politiques au Cameroun ont une source de revenus fiable et constante. Les dynamiques de collecte de fonds sont presque inexistantes. Les difficultés de fonctionnement sont souvent à l'origine des problèmes financiers. Et tant de choses qui nous amènent à comprendre ces partis politiques qui ne naissent qu'à la veille des élections dans le but de collecter des fonds de campagne. Comment comprendre les activités saisonnières et le manque d'engagement des populations dans ces partis politiques-là? Savez-vous que beaucoup de partis politiques ont peu ou pas d'activité en période non électorale? Savez-vous que beaucoup de partis politiques disparaissent après les élections présidentielles? Savez-vous que les populations ne sont pas régulièrement éduquées sur la politique, la vision et le programme de ces fameux partis politiques, créant de fait un problème identitaire qui se manifeste par le fort taux d'abstention et le manque d'enthousiasme pendant les élections? Comment comprendre l'incapacité à former une coalition dont fait face nos partis politiques? Pourtant, la création de fronts politiques aidera à organiser le débat politique et rendrait plus effectifs les mouvements de revendication et de contestation politique. Comment faire comprendre le monnayage des gains électoraux au Cameroun pour de l'argent ou les postes ministériels? Il n'est un secret pour personne de savoir que la période post-électorale au Cameroun ressemble à une place boursière, une fois où les gains sont librement échangés contre postes admiratifs et politiques. Alors, comment vont-ils se retrouver, Maurice Kamto, MRC et peut-être Cabral Libi dans ce mouvement? Wait and see. Alors, tendance, on va commencer par vous parce que quand on parle de parti politique, on s'attend à ce que ce parti ait d'abord des militants avant de pouvoir aller gagner des élections. Alors, sur l'expérience que tu as, je préfère te tutoyer sur le sujet, avec ces formations politiques camerounaises, quel est le jugement en tant que citoyenne que tu peux poser? Tu crois qu'il connaît même quoi en politique, ça? En principe, même si je devais commencer par Kate, ce que je connaissais en politique, non, c'était le parti de mon père, c'est Père Kodok. Que ton âme repose en paix. On dit qu'il n'avait pas beaucoup de militants. C'est vraiment bon. Qu'il avait beaucoup. Je le connais bien en politique, mais maintenant, concernant la politique, il y a tellement les gens qui font la politique, je ne connais même plus leur nom. Ce que je connais, Maïdi Kaban Walai. Chaque fois, les Camerounais l'insultent. Qui est dans le pays. Une femme commande le pays, point d'interrogation. Il y a encore le Percy, l'homme du Manidem. C'est un homme politique normalement. Oui, tendance. Voilà. Jean-Jacques Ekindi. Jean-Jacques Ekindi, il fait encore sa foi là. L'attrapeur de Lyon. Oui, voilà. Jean-Jacques Ekindi, voilà le nom que je connais. Et ça m'a André Blaise, il fait la politique. Non, il n'est pas politicien.
Question politique, non, papa? Très bien, tendance. Tu ne devrais pas me poser. Merci. Alors, dans la suite donc, de ces discussions plus sérieusement, avec vous, Mbambok, je suggère qu'on aille prendre quelques exemples, peut-être commençant par évoquer le cas du parti au pouvoir, qui est une émanation de l'ancien parti unique, l'UNC. Donc, le RDPC aujourd'hui, est-il un parti politique dans le sens de la définition originelle telle que décrite, c'est-à-dire une organisation qui a vocation à concourir à la pratique du pouvoir? Est-ce que ça respecte cette orthodoxie-là, au RDPC? Non, pas du tout. Dès sa création à Bamenda, il est dit dans l'article, notamment, je pense, 84 du règlement intérieur, que tous ceux qui ont rang et prérogatives de directeur général d'entreprise, de chef de service d'administration centrale, sont astreints à une cotisation fixée par le comité central. Déjà là, ce n'est pas un parti politique. C'est-à-dire qu'on met l'administration dans le parti politique. Et on s'est trouvé notamment... Donc ça devient parti État, comme on l'a appelé. Oui, absolument. Et un parti... Or, la constitution du pays disait à ce moment-là, son article 3, que le Cameroun admet le multipartisme. Donc, on crée donc un parti sous cette bannière-là, ça veut dire que, effectivement, c'est un parti qui ne veut pas qu'il y ait de concurrence politique et qui prend toute sa administration sous son aile. Et là, ce n'est pas un parti politique, ça. Et la preuve, c'est qu'au cours des dernières élections, on les a souvent vus, tous les ministres et assimilés directeurs, battre campagne avec les moyens de l'État, tous les véhicules. Moi, j'en connais parce que j'ai assisté à l'une de ces campagnes menées dans la Meufou et à Famba, je crois, par Luc Magloua Bargatangana, avec tout un cortège de voitures et véhicules administratifs. Ça se passe donc comme ça. Donc, laissons dans le côté, si vous le voulez, hein, le cas du RDPC, qui est un parti à part, pour aller, Kate Diarra, questionner le mouvement des partis de l'opposition, dit de l'opposition, depuis qu'ils sont arrivés dans les années 90 jusqu'à nos jours. Quel bilan peut-on en faire? C'est vrai que c'est une vaste question, mais essayez quand même de dire quelque chose de l'évolution. Moi, je vais vous parler du bilan de scandale, parce qu'ils vont de scandale en scandale, ces partis politiques dits de l'opposition. On leur reproche de ne pas être suffisamment actifs. Bon, on leur reprochait bien avant de ne pas être suffisamment actifs jusqu'à ce qu'on se rende compte que chacune de leurs tentatives de sortie était réprimée. Scandale, ce n'est pas un mot fort un peu? Non, il n'est pas fort ce mot. Vous allez comprendre pourquoi, Sam Sévérin. Aujourd'hui, on leur reproche de ne pas vouloir coaliser. Je parle de scandale parce qu'il n'y a qu'à voir la sortie de Cabral Libye et de tout ce qu'elle a suscité, cette sortie-là. C'est un véritable scandale dans un pays comme le Cameroun, dans lequel on dit qu'on est parti de l'opposition. On n'arrive pas à renverser le parti qui est au pouvoir depuis de nombreuses années et que lorsqu'un nouveau arrive, quelqu'un qui porte quand même en lui l'espoir de la population, l'espoir de toute une population, qu'on commence à lui mettre des bâtons dans les roues. On pense qu'il n'est pas c'est là que moi je parle de scandale. Appareils. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que Cabral Libye est capable de faire, tout comme on ne peut pas savoir ce que tous ces nouveaux qui viendront sont capables de faire. Donc on a été habitué à avoir des partis politiques dits du ventre. Ça veut dire qu'on va battre campagne essentiellement quand il y a une élection. On va exister essentiellement pendant la dernière élection présidentielle, il y avait au nombre de combien? 23 partis politiques. Candidats. Okay. Et laissez-moi vous dire que juste après, ils ont tous disparu. Les partis qui sont tout le temps au devant de la scène, on les connaît. Mais tenez-vous tranquille, Sam Sévérin, il va nous rester 6 mois. D'ici 6 mois, ils vont recommencer à faire surface. Donc pour dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un parti politique et vous n'êtes pas capable d'animer la scène politique. Si les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique aujourd'hui, ce n'est pas à cause de Paul Biya, c'est à cause de ces gens de l'opposition qui ne font pas ce qu'il faut. On va y revenir. Le débat m'intéresse. Alors, je vais tenter quand même, Charles Hamel, une petite classification, mettant de côté le RDPC qui est un parti à part, hein, parce qu'on est tous d'accord que vraiment c'est un parti État où règnent toutes sortes de choses. Donc, chez les partis de l'opposition, si on doit en citer seulement 10 aujourd'hui, est-ce que dans cette liste, on peut bien incorporer le SDF, l'UNDP, l'UDC? Après viennent peut-être des partis, comme vous voyez, j'ai de la MRC, après les trois, le MRC. Voilà. Bon, on ne peut pas mettre le Manidem parce qu'ils n'ont rien gagné du tout. C'est ce qu'on dit généralement hein, sur le terrain, parce qu'il faut gagner quelques mairies, quelques conseillers. Bon, l'UPC également. Non, l'UPC est dans la liste. Non, c'est pas par rapport à l'UPC, c'est par rapport... Nous avons le parti de Bilé. Oui, l'UFP. On comprend donc... CPP. Nous avons aussi le parti, comment on l'appelle? Je crois qu'on peut aller parce qu'après... Mais Sam Sévérin, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui,
Comment naissent les partis politiques? Il faut s'interroger aujourd'hui sur comment naissent les partis politiques. Généralement, c'est des regroupements ethniques, c'est des associations. Les gars se lèvent en disant aujourd'hui nous allons aller. Regardez à l'origine, hein, vous allez vous rendre compte que le côté ethnique apparaît d'abord. Association nationale. Non, Sam Sévérin, j'aime dire les choses comme elles sont avant que vous preniez la peine d'arranger. Vous aimez bien arranger, moi je dis les choses comme elles sont, telles que je vois Sam Sévérin. Pour dire qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte. Exemple. Non, Sam Sévérin, je ne veux pas. À ce moment, lorsque vous avez parlé de l'UPC, le Mbombo a failli réagir. Non, du tout. Je n'ai pas envie. Chutez, Mbombo, vous allez prendre la parole. Chutez, Charles. Non, absolument pas. Du tout. Je donner la parole à Mbombo. Non, je voulais dire, Sam, que nous avons un souci. Le souci, c'est la vision. Je pense qu'un parti politique a besoin d'avoir une vision. Lorsque vous avez vu Emmanuel Macron lancer son mouvement En Marche, il avait un programme bien détaillé qu'il sortait au fil des temps. Il n'a pas tout sorti, il n'a pas déblayé le chemin pour éviter les récupérations. Je pense que ce nom, on a besoin d'avoir ça. Est-ce que lorsque je vois aujourd'hui Gaga Malandi, je vois en lui un véritable opposant, en quoi, à travers ses actions, la preuve, avec un vrai projet de société. Est-ce que lorsque je vois Anissé Kane devant moi, l'homme qui a dit AS Sonel Mosbo, aujourd'hui, est-ce que c'est AS Sonel on a pu résoudre tous ces différents problèmes? C'est ça, Sam Sévérin. Il faut se reconnaître. Aujourd'hui, la jeunesse dit, nous reconnaissons derrière Kaba Libi parce qu'on dit, c'est l'homme qui va apporter le changement. Entre guillemets, c'est l'homme qui va venir. Tous échoué. Parce qu'ils ont presque, ils n'ont pas presque, ils ont tous échoué, Sam Sévérin. Même si à un certain moment, on a limité. Il y a eu une répression à travers leurs différentes actions. Au départ, ils n'ont pas su avoir l'affaire et nous avons fini par l'une des grosses déceptions, c'est celle du SDF qui avait cristallisé beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, on voit qu'il tente de se redonner une certaine virginité, mais ça ne marche pas toujours. Alors, bon, s'il y a un procès à faire, moi je crois, en direction de ces partis, dit l'opposition, c'est en direction de l'UPC. Parce que l'UPC a, je veux dire, trahi beaucoup de Camerounais qui avaient espéré qu'en tant que l'âme immortelle qui a combattu pour les indépendances, on devait en attendre beaucoup, mais que n'a-t-on pas vu en termes de batailles épiques, de querelles, de divisions jusqu'à ce jour? Moi, je ne sais pas de quel UPC on doit parler, si on doit parler de l'Union des populations du Cameroun. On va parler de quel RDPC? La cité de Kindi. Non, c'est précisément le même cas de figure. C'est le même cas. Précisément, quand Charles Hamel fait son analyse, j'ai ri. Précisément parce que vous tous, vous ne savez pas lire. Non, donnez votre opinion, Mbombo. Non, c'est ça donc mon opinion. C'est que même Macron, vous ne lisez pas ce que c'est que Macron. Macron a regroupé, son parti représente quel groupement idéologique? Ça n'existe pas. C'est précisément ça que vous voyez. Vous voyez Macron et c'est ça que vous devez enlever. Dites-nous ce que vous voyez, Mbombo Bengan. Je vois au Cameroun le citoyen qui ne veut pas se former à la citoyenneté. Je vois le Camerounais qui ne veut pas adhérer au syndicat, qui ne veut pas adhérer au mouvement associatif, même de village. C'est ça le Camerounais. C'est ça qui traduit l'échec des partis politiques. Absolument. Absolument, c'est ça. Oui, mais c'est ça absolument. Il y a combien de militants de partis politiques en France? Il n'y en a pas 1 million. Toute la France avait 60 millions d'habitants. Il n'y a pas 1 million de militants de partis politiques. Or, lorsque le jeu politique est engagé, il y a notamment 40 millions qui sont allés aux élections. Voilà, c'est les citoyens qui sont allés aux élections, ce n'est pas les militants. Lorsque les républicains ont lancé le truc, ils ont fêté le 300e militant. Ils ont fêté. Même Macron a fêté quand il a enregistré 300 000 militants. C'est discutable, Mbombo. C'est pas discutable, les faits sont là. Entrez sur Google tout de suite, vous verrez. Donc au Cameroun, absolument, c'est le citoyen qui fait le jeu politique. Il ne pense pas, le jeu politique n'est pas différent du jeu associatif, c'est-à-dire dans le syndicat. Qui c'est qui doit cultiver ce citoyen à faire le jeu politique? C'est le citoyen lui-même. Le citoyen a des problèmes. Il a des problèmes. Je vous explique. Si vous avez la question, si vous avez la réponse, il ne faut pas me poser. C'est pour comprendre. Laissez-moi vous expliquer. Vous ne pouvez pas répondre au même moment que vous êtes. On vous relance et puis vous reprenez la parole. Il n'y a pas de relance. Je vais poser une question que me laisse répondre. Maintenant, je vous retire la parole. C'est un moment retiré, donc vous ne saurez rien du fonctionnement de la partie politique. Je retire la parole parce qu'on est déjà arrivé au temps qui compte. Vous ne saurez rien dans le parti politique et vous allez si on passe le temps à se disputer non plus, on ne va rien retenir. Donc on prend quelques messages avant l'invité. Voilà. Oui, on a ce message de Falas Kamga qui nous a écrit depuis la ville de Tchang qui dit « Merci Charles Hamel pour cette colère vraiment très intéressante. Mais tu as oublié une chose, c'est le phénomène de prostituées politiques, dit-il. C'est-à-dire ces personnes qui font le tour des partis politiques. Il dit Thierry en est un exemple palpable. Oui,
Et je vous ai dit, c'est Falas Kamga qui nous a écrit depuis la ville de Tchon. À sa suite également, on a Dine qui nous écrit toujours de Tchon, qui dit au Cameroun, il y a des opposants, presque tout le bas peuple, mais pas d'opposition parce que le gouvernement fait tout pour tuer cette opposition-là. Et ce message également qui s'inscrit dans la même mouvance qui est de Patrick, qui nous dit, pour moi, il n'y a pas de parti politique au Cameroun et point de politicien. La vie politique n'est que folklore et Cabral ne représente en rien l'espoir du peuple. Et oui, ça, c'est le message de Patrick qui nous a écrit certainement de Douala. Je crois qu'on va s'arrêter là, Sam. Voilà. Et le temps donc d'accueillir notre invité. Vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi cette thématique d'abord dans la colère de Charles Armel. Et puis, puisque nous accueillons quelqu'un qui est plutôt l'un des pionniers en la matière au niveau de l'observation de la vie politique, il émane de la société civile. Il est le promoteur de ce qu'on a appelé l'offre orange. Et il est à Douala depuis quelques temps, en début de cette semaine, pour une activité essentiellement consacrée à la formation de quelques personnels dans le cadre d'une ONG de la place. Alors, le docteur Hilaire Kamga, vous n'êtes plus vraiment à présenter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour, bonjour citoyens, et surtout j'ai été très intéressé de suivre ce débat d'entrée. C'est avec plaisir que j'ai accepté de venir sur ce plateau qui est un plateau, me semble-t-il, citoyen, et tel que je le constate, tel que j'ai pu le voir, et qui est donc proche du peuple, et donc c'est avec plaisir que je suis là. Voilà, essayez donc de, pas forcément nous départager, de donner votre opinion. Vous avez vu que sur ce sujet lié aux partis politiques, nous sommes divisés nous-mêmes sur ce plateau. C'est peut-être bien la preuve que cette activité-là n'a pas toujours su se mettre à sa vraie place au Cameroun. Quelle est votre opinion? D'abord, avant d'arriver à mon opinion, il faut dire une chose importante. J'ai commis avec quelques autres personnes, dont le cardinal Toumi, un ouvrage qui s'appelle L'offre orange pour l'alternance au Cameroun. Pour notre légitime ambition pour le pouvoir, la nouvelle génération s'engage. 2008, cet ouvrage est sorti. Et donc dans cet ouvrage, il y a quelques réponses à vos questionnements. Et le plateau est tellement intéressant parce qu'il est un plateau du peuple, dans l'expression que le peuple peut écouter. Et il n'est pas indiqué de mon point de vue, c'est pour ça que j'étais un peu en colère. Autant j'ai eu des analyses extrêmement pertinentes de la part de tous les panélistes qui sont là, autant dans ces analyses pertinentes, il y avait quand même des contre-vérités. Et j'ai eu le sentiment, malheureusement, qu'il y avait comme une tendance généralisée, une tendance, je n'ai pas dit qu'un consensus, mais une tendance généralisée, quasi généralisée sur le plateau, à vilipender un certain nombre d'acteurs politiques et à faire la promotion d'autres acteurs politiques. Et il me semble que parce qu'il est sérieux et qu'il est proche du peuple, on ne peut pas se donner le droit de façonner comme ça l'opinion et le peuple qui n'a pas fait un choix. C'est trop facile de jeter l'opprobre sur les partis politiques. Ils ont commis des tas de fautes. Ça, c'est important. Mais on ne doit pas oublier une chose fondamentale, c'est que le régime néocolonial qui est en place à Yaoundé s'est structuré et s'est configuré dans l'optique, justement, de neutraliser toutes les formes de changement. Il n'a pas voulu qu'il y ait le multipartisme. Je crois que l'édito, le casier éditorial que j'ai suivi tout à l'heure a clairement démontré. M. Biya, son parti ne voulait pas du multipartisme. Ils ont même marché dans les rues pour combattre le multipartisme. Or, M. Biya, pratiquement, dos au mur, a composé l'un des seuls actes positifs que je peux reconnaître pendant son règne. C'est-à-dire accepter que le multipartisme soit réinstallé. Il a dit à son parti, préparez-vous à une éventuelle concurrence. Maintenant, les Irak de ce parti se sont arrangés. J'ai eu des collègues avec lesquels j'ai travaillé, comme le professeur Mbomé, le professeur Leb et plus tard Titi Noël, le professeur Titi Noël. Et le professeur Gabriel Leb, qui est dans une commission que nous avons mis en place et que je pilotais personnellement, rappelait les termes de référence qui leur étaient donnés au moment où il fallait créer le parti politique au Cameroun, où il fallait créer les lois, mettre en place les lois de parti politique. Ces termes de référence, c'était quoi? Essayer en tant que spécialiste du droit de concevoir un cadre juridique susceptible de produire un leadership national du parti au pouvoir de manière permanente. J'ai dit, ce n'est pas les mêmes mots, hein, mais c'est en fait de ça qu'il est question. Dans le code, les différentes lois électorales étaient conçues pour permettre au parti au pouvoir de rester de manière
permanente au pouvoir. Bon, on voit votre diatribe aussi, il est comme vis-à-vis du parti au pouvoir, mais c'est pas ça le sujet. Non, c'est le sujet. On veut juger tous les partis en général. Vous avez demandé quelque chose, oui. Vous avez posé une question, et je suis en train d'apporter des réponses. On doit sortir de ce sujet, puisqu'on a autre chose avec vous. Donc dites-nous ce que vous pensez de l'action des... Mon ami Ben Skinner qui vient de garer parce qu'il m'a vu sur les antennes, il faut qu'il écoute au moins ce qu'on a dit. Si seulement il va... Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a ce cadre légal. Maintenant, les partis politiques se sont mis en place. Ces partis politiques, on ne peut pas les généraliser aujourd'hui. Parce qu'il y a des partis tribaux, entre guillemets, ou des partis de type ethnique. On ne peut pas dire que l'ensemble de la scène n'est fait que des partis tribaux ou des partis ethniques. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'était simplement des commerçants partout. Donc, il n'y a pas possibilité de généralisation. Et j'ai entendu dire que les partis, après les élections, tous sont partis. Non, ils ne sont pas tous partis. C'est faire une insulte aux gens comme Kawala qui sont sur le terrain tous les jours, comme l'AFP, comme l'UDC même de M. Damdjouya. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire il a laissé ceci à sa femme, et ainsi lui aussi. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher à Damdjouya, mais son parti est sur le terrain. Ils font des activités. Est-ce que... donc vous n'êtes pas d'accord que les partis traditionnels ont échoué? Non, la question et qu'aujourd'hui, on ne peut plus leur... Je valide l'échec, mais pour dire qu'un enfant a échoué, il faut définir qu'est-ce qui était l'objectif à terme. On a essayé de le faire. Puisque même dans le livre auquel je fais allusion, je postule l'échec des partis politiques. Vous voyez, c'est pour ça que nous proposons une autre alternative à la réalité. Mais il est faux de dire que tous les partis politiques ont échoué, parce qu'on n'avait pas les objectifs qu'ils recherchaient. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir, mais il y a une réelle responsabilité. Pour cela, ils n'ont pas été à la hauteur d'un certain nombre d'attentes, ça c'est aussi vrai. L'alternance n'a pas été possible dans la plupart des partis politiques, mais il y en a eu dans certains. Alors, un comme le Manidem, je finis par là, un comme le Manidem par exemple, pour ne citer que celui-là, il a eu 3 alternances en son sein, hein, soit dit en passant. Donc on ne peut pas généraliser. Mais simplement, c'est vrai aussi, et je chute par là, c'est vrai aussi que à un moment donné, parce que les partis dans leur configuration normale n'ont pas été capables de répondre aux attentes, aux desiderata du changement du peuple, le peuple s'en est détourné d'une certaine manière. Peut-être pas pour retrouver le RDPC, mais pour rester hors du circuit politique. D'où notre débat de ce matin qui consiste à évoquer donc le code électoral, puisqu'on est le jeudi. Et le jeudi, administration dans ce programme, le Zénith, on va donc aller au cœur de notre administration électorale à travers le rôle que joue Elections Cameroun depuis son implémentation. Et vous, dans votre organisation, vous avez choisi d'observer ce processus-là. Et je m'en vais donner la parole à Kate Diarra pour la première question en votre endroit là-dessus. Donnez à Charles Amel, Sam, si vous... Non, Charles Amel n'était plus dans le même... Charles Amel est resté dans... Oui, allez-y, tendance. C'est bon, oublier. Oui, vas-y. Je vais d'abord saluer l'invité qui est l'homonyme de mon oncle. Ah bon. Hilaire, c'est ça? Mon oncle s'appelle Kamga. Papa Nkam. Okay. Je vais demander à papa Hilaire s'il a un parti politique. Je n'ai pas de parti politique, mais je dirige un mouvement qui aspire à contrôler l'alternance pour le pouvoir. Ça s'appelle l'Oforange. Bonne question, Tendance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, Tendance, ce matin à la radio, un auditeur qui nous a appelé a précisément dit que monsieur Hilaire Kamga, même un homme politique. C'est-à-dire que peut-être qu'il se cache derrière son offre orange là, alors qu'il fait vraiment de la politique. Donc votre question, elle est pertinente. Je ne me cache pas aujourd'hui, je fais de la politique. Parce que je veux balayer monsieur Biya et son régime. Okay. C'est très officiel. Très bien. Autre question, Tendance. La deuxième question, je la pose maintenant ou après? Maintenant. Non, voilà. La deuxième question maintenant, s'il faut être militant d'un parti, je vais faire comment? Est-ce qu'on dépose l'acte de naissance, les pièces d'identité? Parce que comme je ne connais rien en politique, je veux savoir s'il me faut la photocopie de l'acte de naissance, la photocopie de l'acte de naissance de ma mère ou mon père, on fait comment? Non, si vous êtes militante d'un parti politique. Non, c'est pas compliqué. Il faut seulement dire que tu es citoyenne camerounaise, hein, simplement, et tu le prouves par quoi? Par ta carte d'identité, peut-être simplement, et prendre ta carte d'adhésion dans un parti politique. C'est-à-dire un formulaire de demande d'adhésion. Je crois que la plupart des partis politiques, c'est ça. S'assurer que c'est des citoyens normaux camerounais qui en sont des membres et payer les cotisations qui sont attendues pour que le parti fonctionne bien. Moi, je crois que tous les partis sérieux, c'est comme ça. Donc, vous me conseillez d'aller chez Maman Kaiwala ou je pas chez qui? Non, tu peux commencer par aller chez Kaiwala, mais il faut que tu sois orangiste aussi. Donc, il n'y a pas de Voilà, merci beaucoup. Il y a du débat. Des questions tendance. Non, c'est pas bon, ça, je réfléchis encore. C'est bon. Alors, Bombok Bengan, puisque Kate et Charles Amel réfléchissent encore, je vous laisse la parole. Reprenez là où vous voulez. Merci beaucoup. Il fallait donc leur demander de réfléchir quand le Bongo parle, parce que moi, je suis plus aguerri dans le mouvement politique que de poser des questions. Non, moi, je reviens de manière plus sérieuse. Mais Hilaire Kamga me plaît, construction à la citoyenneté. Mais je voudrais savoir dans vos plaidoiries deux choses. La première, vous en êtes où
dans l'harmonisation du code électoral, parce qu'il y a une loi électorale pour qui régit la présidentielle, il y a beaucoup de textes réglementaires d'une part, et d'autre part, dans ce même plaidoirie, avez-vous mis en place que ramener la majorité électorale à 18 ans, parce que c'est à 20 ans. Or, à 18 ans, un enfant s'engage au BIR pour se tuer même et sauver le pays, mais on lui interdit de choisir les dirigeants. Où est-ce qu'en êtes-vous à... Question à deux volets, allez-y. Non, au premier volet, il faut peut-être d'abord dire que c'est avec plaisir que ça m'a programmé cela, parce qu'en matière électorale, Bombok, Dr Kamga, c'est quand même le principal expert des questions électorales au Cameroun. Je ne me vante pas, c'est une vérité. S'il y a quelqu'un qui peut me faire mieux, qu'il vienne. Alors, la réponse, donc, c'est de vous dire que on n'en est plus à l'harmonisation. Pendant 10 ans, nous avons souhaité qu'on harmonise effectivement les textes. Et en 2012, malheureusement, M. Biya-Paul et son Premier ministre ne nous ont pas écoutés. Hein? Il m'a envoyé voir son Premier ministre pour lui faire des propositions concrètes. Nous avons fait cette proposition pour l'harmonisation, pour un code électoral sérieux. Je lui ai dit, fais attention, parce que Inoni avait fait la même chose. Je lui ai donné ce qu'il avait à donner. Il n'a pas respecté. Mais Yann Filemon et son équipe ont refusé nos propositions et nous ont produit ce qu'on appelle aujourd'hui le code électoral, qui est un ramassis, n'est-ce pas, d'incongruités en matière électorale. Donc, on a quand même un code, ce n'est plus éparpillé. Mais vous acceptez de faire avec. On a fait une codification à droit constant, comme on a dit à l'époque, dans un français un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a maintenu le type de droit qu'il y avait avant. On a pris les textes, on a mis ensemble, on a regardé si c'est un peu cohérent. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, on a un seul texte aujourd'hui. Mais ce texte, il n'est pas bon. Hein, il n'est vraiment pas bon. On peut faire avec, mais pour l'alternance, ce texte ne peut pas permettre une alternance. Vous voyez? Parce que M. Biya et son régime se reconduiront forcément s'ils voudraient faire les mêmes pratiques. Vous savez que je suis aussi auteur d'un ouvrage qui s'appelle 32 fraudes électorales, techniques de fraude électorale. Il y en a 32 fraudes électorales qui a été utilisé dans plusieurs pays. Et dedans, dans le code actuel, j'ai fait un autre livre sur lequel on a 5 problèmes. Ça s'appelle Reste sur la démocratie et 5 problèmes du code électoral. Donc le code actuel a 5 problèmes. Et ça, je l'ai dit, j'ai sorti le livre dès l'instant où le projet a été déposé au Parlement. Et ça a circulé, tous les parlementaires l'ont eu. Malheureusement, ils ont adopté le texte en l'état. Et avant même qu'il ne commence à être mis en application, on a commencé à amender. Et le rendu de la Cour suprême a montré que j'avais totalement raison. Donc, pour finir, on a un code électoral qui n'est pas bon et qui ne peut pas favoriser une alternance sérieuse. Maintenant, la majorité à 18 ans? Non, la majorité à 18 ans, ça fait partie des propositions qui sont faites. Si on a, ce que nous demandons aujourd'hui à la réalité, votre question nous permet de dire, sur le code électoral, nous demandons une chose, qu'on négocie un nouveau code électoral normal, c'est-à-dire par consensus. Un code électoral, c'est un texte infraconstitutionnel, c'est-à-dire qu'en dessous de la Constitution, immédiatement après, là, on a le code électoral, puisqu'il permet la dévolution de pouvoir, c'est-à-dire que donner le pouvoir à ceux qui vont nous gérer. Donc, il faut qu'on négocie ensemble, on discute des règles du jeu, et on met ça dans un document qu'on va appeler code électoral. Pas que quelqu'un reste dans son coin, il le fait seul, il vient dire que c'est le code parce que le Parlement obèse l'a adopté. Donc, du coup, la majorité à 18 ans fait partie des choses que nous attendons. Hein? Les élections à 2 tours, ça fait partie des choses qu'on attend. Hein? Le financement réel, clair, et transparent des partis politiques et des acteurs politiques, ça fait partie des choses qu'on a. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on devrait absolument mettre en place pour être sûr que les élections vont être des élections sérieuses. Si vous permettez le vote de la diaspora aussi, mais parce que la double nationalité hier... On avait déjà demandé le vote de la diaspora, ça avait été mis en place, c'est même dans le code actuel, mais c'est mal structuré. C'est mal structuré parce qu'en même temps, vous posez une question centrale. Vous ne pouvez pas éliminer pratiquement plus de 60% de la diaspora camerounaise parce que celle-là, elle a la double nationalité. Et notre norme juridique actuelle ne permet pas que la double nationalité soit acceptée. Donc, si vous prenez une autre, vous perdez celle camerounaise. Et donc, comment ces gens-là vont pouvoir voter à la réalité? Donc, on a accepté le principe du vote de la diaspora, mais les éléments matériels pouvant traduire ce vote de la diaspora ne sont pas sérieux. Voilà, nous avons une bonne quinzaine de minutes encore, donc on va aller en ordre dans la discipline pour tenter d'évacuer l'essentiel des sujets avec notre invité. Je veux rester sur, pour évacuer peut-être l'une des précisions que vous avez faites. Vous avez dit 4 fois, le code électoral n'est pas bon. J'ai pris la peine de compter le nombre de fois. 4 fois, c'est pas bon. Alors, en quoi c'est pas bon? Quels sont les critères ou les 5 critères sur lesquels ce code électoral n'est pas bon? Et pourquoi ce n'est pas bon? D'abord, je vais dire une chose importante. Pour notre ami Tarsiman qui nous écoute là maintenant et qui a garé devant un bar là. C'est justement pour lui que je pose cette question. Je dis qu'il y a 100 problèmes. J'ai fait un livre pour donner 100 problèmes. Donc maintenant, si vous commencez les problèmes,
Le plus important, c'est le plus important. Le premier, d'abord, je peux prendre un premier. Si M. Biapol ne veut pas que Kamga soit candidat demain, le docteur Kamga ne sera pas candidat, c'est très réel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une disposition qui dit que tu ne peux pas être candidat si tu es d'intelligence, tu as été d'intelligence avec un pays étranger. Ça peut en droit un thème subjectif. On ne structure pas le droit avec des thèmes subjectifs parce que d'intelligence avec un pays étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve que dans mon petit séjour en France, j'avais un ami que on m'a filmé avec lui, on dit que non, il est intelligent avec les Français. Hein, même si tu as rencontré un ami nigérien, là, on peut dire que vraiment il est intelligent avec le Niger parce que ça ne peut pas se mesurer. Donc il y a des raisons, des éléments comme cela. Maintenant, la question de la participation, même on ne peut pas demander le type de caution qu'on a aujourd'hui. 30 millions. Pour être. C'est pas sérieux. Maintenant, 30 millions. Pour la présidence. Pour la présidence, 30 millions. Maintenant, sur l'organe même de gestion des élections, qui s'appelle, comme je le prends que cet exemple, il y a une supercherie terrible. C'est-à-dire, on nous trompe. On dit qu'il y a un conseil électoral, une gestion, mais en fait, le directeur des élections a le veto sur le conseil électoral. On ne peut pas fonctionner sans lui, contrairement à ce qui a été dit. Moi, j'ai dénoncé à plein de reprises devant le Premier ministre et les autres autorités, mais on nous a dit, on a retransféré, on a changé. Une supercherie dans la mise en place des LECAM. Dans la mise en place, dans sa configuration, dans son fonctionnement. C'est-à-dire, on a structuré le conflit. Hein? C'est-à-dire que le texte lui-même est conflictogène. Et ça a été voulu comme ça, pour que ça ne permet pas de fonctionner normalement. Et on nous a encore trompé dans le même code électoral en disant que LECAM, c'est l'organisateur des élections, de tout le processus électoral. Non, il ne l'est pas. Son rôle s'arrête essentiellement au niveau des communes. Après, les communes, il n'est plus dedans, puisque lui aussi participe comme les autres. Donc tout ça, c'est du faux pas par-ci, par-là. Hein, donc, à la réalité, il y en a 100 problèmes comme ça, qui ne permettent pas, si on est sérieux, d'organiser une élection au Cameroun. Alors, puisque notre invité a parlé des LECAM, il me souvient quand même qu'avant-hier, on a eu justement un invité ici qui nous venait des rangs du RDPC. Et avec lui, on abordait la question du fichier électoral en lui-même, qui est un gros problème. Dites-nous, si aujourd'hui, il faut aller aux élections, on va parler de 2018, parce que jusqu'ici, tous laissent croire qu'on sera aux élections en 2018. Est-ce que vous pensez qu'avec le fichier actuel, qu'on puisse réellement faire les choses comme il faut? Non, on ne peut pas, c'est pas possible à la réalité, puisque pour ceux, je crois que c'est des brillants journalistes qui sont à Equinox, ils ont été témoins d'une jour oratoire que j'ai eu avec l'ancien directeur de l'ECAM au Palais des Congrès, de manière officielle, qui lui a dit, tu as publié un rapport qui est faux. Hein? Parce que dans son rapport, le rapport officiel actuel des élections, vous pouvez avoir dans vos archives, dans le rapport actuel, il y a des faussetés. C'est-à-dire que dans le même document, on vous donne 2 chiffres de taux d'inscrits, de nombre d'inscrits. On est à peu près à combien d'inscrits? Le nombre d'inscrits, dans le rapport officiel. Et plus tard, ils nous ont dit que malgré le chiffre des élections qu'ils avaient donné, ils ont déjà quand même toiletté, enlevé près de 600 000 noms. C'était la parole officielle de l'ECAM. Donc du coup, quand l'ECAM lui-même n'a pas été capable de nous dire combien d'électeurs ont été ceux qui ont élu les personnes qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas avec le même fichier là qu'on peut aller. Et maintenant, le processus d'inscription, on a prévu les commissions électorales, les commissions mixtes. Le RDPC et le pouvoir en place ne font rien pour permettre que ces commissions soient véritablement mixtes. Et l'ECAM inscrit seul, alors que la loi, pour l'instant, même si elle est mauvaise, ne dit pas qu'elle doit inscrire seule. Mais est-ce que c'est la faute de l'ECAM? Est-ce que c'est les délégations, les antennes communales qui sont un problème? Non, on n'a pas mis les fonds à leur disposition, puisque la loi prévoit qu'il faut prendre en charge les membres des commissions mixtes. Parce que le nœud du problème, c'est là. C'est-à-dire que le représentant d'un parti politique qui vient dans une commission, il faut qu'il paye son taxi pour arriver, il faut qu'il paye son sandwich à midi. Et la loi a prévu que ça doit être fait. Mais demandez à tous les partis politiques, ils vont vous dire qu'on les paye ça rarement. Donc du coup, ils vont participer comment? C'est là où on peut parler de la responsabilité de ces partis politiques. Non, il n'y a pas... qui sont là pour une cause bien précise. Mais vous voulez... il faut qu'on soit sérieux quand c'est pour que les gens comprennent. Oui, justement. C'est un reproche qu'on fait régulièrement aux partis. Je ne suis pas là pour défendre les partis qui ont commis il y a trop de gaffes. Mais au moins là où c'est rationnel, il faut dire que c'est rationnel. On ne peut pas demander à un parti politique, à la réalité, aujourd'hui, de prendre en charge le financement de l'ensemble de ses participants dans toutes les commissions pendant une année. C'est des gens qui vont travailler au quotidien pour aller inscrire. Hein? Or, l'État ne peut pas avoir prévu qu'on sort l'argent dans le budget de l'État pour payer les gens et on demande aux partis politiques de le faire. Alors que la loi a prévu que la prise en charge des commissions est faite par l'État. Et les commissaires sont des représentants des partis politiques, les membres de l'ECAM, représentants du sous-préfet et du maire. Au nom de quoi celui de l'ECAM et du sous-préfet vont avoir leur prise en charge et celui du parti politique va attendre que son parti politique paye. Il va prendre les fonds où pour le faire à la réalité? Bon, je vais encore peut-être en même temps, il va prendre les fonds couchés par là, parce qu'en même temps, ce qui est possible ailleurs n'est pas possible au Cameroun. C'est-à-dire on interdit aux partis politiques de recevoir les financements de l'étranger. À la réalité, vous pouvez demander à une maman qui vous aime tellement et dit que vraiment Kamga, vraiment je veux que tu sois candidat, je veux te supporter. Je peux lui demander qu'au lieu de prendre des 1000 francs pour aller faire le Tarsim Banana pour donner à ses enfants, qu'elle vienne me financer la campagne électorale avec ou lui financer. C'est aussi une autre question qui va peut-être fâcher. Oui. Il dit que les partis politiques ne peuvent pas puiser dans leur caisse à eux-mêmes justement pour ce travail-là. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau mot d'ordre qui accourt dans les partis politiques. On nous parle de scrutateurs des élections. Où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour scruter les élections
élections, par exemple. Ça veut dire on se rassure qu'on mette le maximum de personnes sur les listes électorales, on se rassure que ce maximum de personnes aillent voter, et on se rassure plus tard que ce maximum de personnes soient là pour scruter les élections. Ils vont prendre l'argent en ce moment. C'est ce que j'appelle la masse critique électorale. On ne peut le faire que s'il y a une dynamique inclusive. Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai bien apprécié la nécessité de fédérer les forces dans les partis politiques, dans la classe politique, pas seulement dans les partis politiques. Donc, la nécessité de fédérer les forces. Si on ne fédère pas les forces, ce n'est pas possible. Et c'est ce que le forage met sur la table. Si on fédère les forces et que les citoyens camerounais ont le sentiment que cette fois-ci, ça va donner, eux-mêmes, ils vont financer. Alors, fédérer les forces avec des visages qui sont quand même connus et qui sont pour la plupart usés aujourd'hui. Alors, on prend vraiment un cas pratique. Moi, je préfère aller par des exemples. Il y a un nom qui est en train de se détacher de l'opinion, Cabral Libye, bien connu. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Cabral Libye? Est-ce qu'il se met ensemble avec tous ces gens qui, même s'ils n'ont rien pu gagner, mais peuvent se mettre avec lui pour, dit-on, fédérer les forces, aller dans une union, dans une coalition, alors que les nombreux adhérents qui veulent se mettre derrière lui n'ont pas besoin de le voir se mélanger avec toutes ces personnes-là. Alors, et ça nous permet donc de vous donner l'occasion, en quelques minutes, de développer, puisqu'on est bientôt vers la fin, votre projet de primaire citoyenne. Je suppose que Equinox n'est pas déjà en campagne pour Cabral, qui est un brillant garçon. C'est pas bien fait, si on est en campagne, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Hein. Non, c'est très très bien. Donc c'est pour ça qu'il fallait que ce soit bien compris qu'Equinox fait la campagne pour l'instant et que c'est la campagne de Cabral. C'est une chose très intéressante. Vous n'avez pas dit c'est pas Cabral qui est là, c'est vous qui êtes là. De mauvaise foi. Et il ne cesse de le dire depuis. La mauvaise foi, je ne sais pas, mais comme vous avez les téléspectateurs qui regardent bien, ils vont savoir que sur ce plateau, au moins 7 fois, on l'a dit. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui... C'est un exemple, c'est-à-dire... non, c'est très bien. Je vous dis, vous êtes sur mon interview sur une chaîne concurrente sur cette question, c'est moi qui ai été interviewé, pas pour rien. Parce que d'abord, c'est un ami, donc on est ensemble tout le temps, et donc c'est un plaisir. Moi, quand nous lançons l'OFORAN, c'est pour dire notre légitime ambition pour le pouvoir, la nouvelle génération s'engage. Au quotidien, depuis 10 ans, depuis la sortie du livre l'OFORANGE qu'on a fait avec le cardinal Toumi, ce que j'ai dit à mes camarades et aux plus jeunes et à ceux qui sont jeunes comme moi, et même ceux qui... lancez-vous, engagez-vous. Que si tu peux t'engager au niveau national, engage-toi. Au niveau local, engage-toi. Je veux des gens qui ont de l'ambition. Notre légitime ambition pour le pouvoir. Donc Cabral l'a fait, d'autres l'ont fait, et j'attends que le maximum des jeunes suivent l'exemple et s'engagent. Maintenant, quand les gens se sont engagés, la solution du Cameroun n'est pas la solution, n'est pas l'homme providentiel qui est attendu. C'est ça que je combats. Le niveau qu'on est arrivé ne permet pas aujourd'hui l'homme providentiel. Nous avons mis sur la table un modèle, et c'est ça que vous me posez comme question. Il y a un modèle de changement qui est dans l'OFORANGE, je vous conseille de le lire, c'est 270 pages de théorisation du modèle, et c'est ça, je profite pour le dire, il ne faut pas dire que les partis politiques, pour beaucoup, n'ont pas de projet. Ils ont des projets. Gaga, par exemple, que vous avez cité un projet dans un livre. Donc, ils ont leur projet. Mais Gaga, aujourd'hui, n'est plus un visage crédible du tout. Je ne suis même pas en train... Ça, c'est le projet que vous défendez, il est comme Gaga. Non, je suis sur l'OFORANGE. L'OFORANGE propose quoi? Il dit, OK, une seule personne pourra plus le faire. Nous proposons une solution 22. Deuxième chose... Donc la coalition. Oui. Deuxième chose, on ne peut pas aujourd'hui penser que, toute chose égale par ailleurs, on met Dr Kamga, il remplacera bien, il fera mieux. Non, pas du tout. Parce que le système est mauvais. Il faut dans une période de transition. C'est 4 ans de transition. Indispensable. Cette transition est gérée par un qui est le président de la République et 21 qui sont le Conseil national de transition. Alors pour choisir le 1, on fait quoi? On dit tous ceux qui ont l'ambition, venez, ok? C'est un peuple qui décide. Ceux qui ont l'ambition se déclarent candidats aux primaires. On a ce projet qui est théorisé, qui est clair. On sait ce qui va être fait pendant les 4 ans de transition au Cameroun. Et là maintenant, s'il y a 10, 20, 30 candidats pour les primaires, ils vont dans les primaires dans les 10 régions. Et c'est ça que vous appelez primaire citoyenne. Oui, tout à fait. Quand on a choisi une personne, tous les autres s'alignent et puis on construit les 21 autres et on gère la transition au cours de laquelle on va faire l'audit du Cameroun, au cours de laquelle on va avoir une nouvelle constitution, passer par référendum, un code électoral normal et on va organiser les élections pour maintenant donner le pouvoir à ceux qui veulent gérer le Cameroun véritable. Parce que avant de gérer le Cameroun de manière normale pour un projet de la croissance et montée de descendue, il faut d'abord faire l'état des lieux du Cameroun. Donc l'exemple à la Macron en France ne peut pas être reproduit au Cameroun puisque vous refutez la thèse de l'homme providentiel. Non, ça n'est pas possible maintenant. Pas possible. Pour la simple raison que même le système électoral ne permet pas. Il faut développer une masse critique. Il faut une dynamique populaire, développer une masse critique. Pour qu'il y ait une théorie de la Macron au Cameroun, il faut qu'il y ait une révolution fondamentale qui met en place un nouveau système qui permette que un jeune peut rêver, quelqu'un peut rêver. On ne rêve pas dans ce système.
Moi, je propose une révolution globale au Cameroun. Et cette révolution, ce n'est pas pour qu'on accompagne Kamga, c'est pour qu'une dynamique se mette ensemble. Si moi, je suis candidat aux primaires citoyennes, moi, n'est-ce pas? Si il y a 50 autres candidats, on va aux primaires, on choisit quelqu'un, Cabral, telle personne ou n'importe lequel, et moi, je m'aligne à la... C'est ça qui est dangereux, il y a Kamga. Oui, parce voilà, que quand vous voulez mélanger tout le monde, alors que vous savez bien que dans ce conglomérat, tout le monde n'a pas la même adhésion du peuple, finalement. On fait pardon de revenir sur le nom de Cabral, parce que je suis désolé. Aujourd'hui, mais vous voulez l'associer à toute une... Je ne sais même pas comment vous classifiez vos acteurs politiques, d'une part, et je ne me permets pas d'accepter sur le plateau que vous estimez que vos sentiments, c'est la voix du peuple. Vous faites comme le RDPC qui chaque fois dit le peuple a dit, le peuple a dit. Quel peuple? Vous l'avez testé où pour savoir ce qu'il veut? Alors, c'est la primaire citoyenne qui va choisir. Il faut venir à mon secours parce que vous êtes très Oui, proche des justement, réseaux je sociaux. peux vous assurer que je suis la voix des réseaux sociaux sur ce plateau et qu'il y a une grosse mobilisation en ce moment pour Cabral Libye. Et moi, je ne suis pas d'accord quand j'entends des personnes dire qu'on est en train de militer pour Cabral Libye parce que Cabral Ce qui est bien aussi, il faut militer. Mais encore, c'est pas le moment, monsieur Kamga. Il n'est pas sur ce plateau. C'est pas lui qui est en train de défendre son idée en ce moment. Je crois quand même que Equinox, cette chaîne de télévision, est réputée pour donner la voix, la possibilité de s'exprimer à tous les acteurs que compte la politique camerounaise, même ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Donc que les gens... Mais il y a une réalité de ce que son nom se dégage par la plupart. Nous, on reçoit beaucoup... Et même monsieur, il aime Kamga. Lui-même également, il le sait la tendance, oui. Je disais que ça. Oui. Même si on le supporte, ça fait quoi? Il n'est pas camerounais. Moi, alors, je le supporte. Je te supporte. Je vais t'écrire tout à l'heure. En tout cas, moi, je supporte l'invité. Voilà. Là, c'est équilibré. Voilà. Bon, docteur Ilek Kamga, on a 3 minutes pour conclure. Vraiment, merci d'avoir été là. Bon, essayez de nous indiquer la voie à suivre aujourd'hui parce que vous êtes là pour une formation en direction des quelques personnels de Un Monde à venir. A-t-on appris? Donc, la société civile aujourd'hui, que peut-on en attendre aussi, finalement? La société civile a un rôle important à jouer et ce rôle qu'elle joue depuis un certain temps. Si les partis politiques ne peuvent pas incarner véritablement un espoir sérieux, les citoyens qui se retrouvent dans la société civile peuvent aujourd'hui impulser le mouvement. La révolution au Burkina Faso, c'est la société civile qui l'a impulsé, les partis sont venus après. La révolution au Niger, c'est la société civile qui l'a impulsé. Donc la société civile aujourd'hui est obligée de s'intéresser à la question. Donc, je crois que quand des organisations nous invitent pour venir former, capaciter leurs membres, nous sommes prêts en tant que cabinet de venir pour donner cette formation-là. Je ne viens pas au titre de l'OFORAN, je viens au titre de mon cabinet parce que je suis patron du cabinet Future Afrique Consulting qui existe depuis une quinzaine d'années. Donc, de ce point de vue, la société civile a un travail à faire et le fait et doit le faire. Elle se structure pour pouvoir accompagner ou alors booster ou alors lead ou alors, c'est-à-dire à jouer le leadership changement qui doit arriver au Cameroun. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de souci et c'est pour ça que dans cette société civile-là, nous nous battons pour que le maximum de candidats pour les élections locales, nationales, se dégagent, que les gens s'engagent. Parce que plus on aura une masse critique de personnes engagées au Cameroun, plus autour d'eux, il y aura des gens qui vont aller vers les élections. Et enfin, on aura des élections beaucoup plus Alors, puisque nous sommes en train de sortir, en 2009, vous avez eu une vision qui malheureusement, peut-être n'a pas abouti. Tout à fait. C'est la même vision que vous gardez pour 2018? N'a pas encore. Non, elle n'a pas abouti, puisque là, il y a pas seulement l'autre Orange, il y a le PAGEN. Il y a le PAGEN aussi de lequel il travaille. Est-ce que vous maintenez cette même... Vous pensez que les perspectives de 2018 vous permettront de pouvoir... plus que jamais, l'offre Orange qui était présentée en 2009 est d'actualité. Certains éléments qui déterminaient son importance sont aujourd'hui renforcés. Parce que vous étiez sûr de passer, vous étiez sûr de passer en 2009. Je suis très sûr maintenant. Parce que la correction des erreurs, parce que nous avons postulé à l'époque que n'importe qui pouvait être candidat aux primaires citoyennes. Et on a postulé que le docteur Kamga, parce qu'il était le porteur de l'offre, ne devait pas être le candidat. J'ai accepté de le faire. Malheureusement, c'était l'un des problèmes de l'offre Orange de l'époque. Les gens ont fui les primaires citoyennes. Mon nom peut-être, mon aura peut-être effrayé les gens. Aujourd'hui, les dés sont ouverts et on estime que ce sera la comment solution. faire avec un système qui est verrouillé, comme vous l'avez dit? J'ai dit vous allez que... le bousculer comment, ce code électoral? Non, lisez dans l'offre Orange, il y a tout un chapitre sur l'équation. C'est tout un modèle mathématique qu'on a conçu pour montrer que l'alternance va être automatique. L'offre Orange, c'est la révolution qu'il y a eu en Ukraine, vous vous souvenez quand même, le mouvement, c'est la même chose. Le peuple, quand il décide, il n'y a personne. Et si on a créé la masse critique suffisante, on va aux élections, quelqu'un dit qu'il va gagner, on va le booster même avec la force. La force du peuple n'est pas la force de l'armée. Et l'armée ne peut pas dire qu'elle est pour un dictateur quelconque. Je ne parle pas du Cameroun forcément. L'armée, à un moment donné, quand il lui est donné le choix, quand le choix lui est donné de savoir de quel côté la souveraineté se trouve, il rejoint la souveraineté.
et non la dictature. On a vu avec Blaise Compaoré, l'armée s'est divisée. Question, Hilaire Kamga, 30 secondes. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de ce pays à l'horizon 2018? Est-ce qu'il peut y avoir des déflagrations, une crise profonde si les différents acteurs ne s'accordent pas? Non, il est évident, je réponds en 30 secondes. La clé du problème est entre les mains de M. Biya-Paul, qui doit jouer franc jeu. Parce que s'il ne joue pas franc jeu, à 90%, je travaille pour gérer la crise. Hein, parce qu'elle est inéluctable. Voilà, Simon Longuet pour nous entraîner au cœur de cette danse qu'on a beaucoup appréciée. Donc, pose-toi la question, le jugement de Dieu, tout le monde a failli et c'est ce qu'il faut retenir comme leçon. Il me semble bien que c'est un chanteur que vous connaissez bien. C'est mon ami personnel. Mais les gens disent qu'il a trop la gueule. Et alors, sinon parfois quand tu es humble, on t'approche n'importe comment dans ça. Donc, c'est sa manière de faire. Comme la chanson s'il me plaît parce qu'il dit que celui qui n'a jamais menti, ou encore celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Je vais encore profiter pour dire à ma copine, ma jolie, tu passes ton temps à la piscine. Je vais te dire qu'aucune fille, ou les jeunes filles qui partent à la piscine, aucune fille peut me dire qu'elle n'a jamais pissé à la piscine. Je sais pourquoi elle dit ça. Tu passes ton temps à aller pisser à la piscine, tu viens mentir. La piscine où tu passes, on va te chasser samedi. Je te faxe. Hein? Je ne veux pas nager, mais tu pisses à la piscine, c'est pas poli. C'est pas normal. Mais dis donc, on est où là? Très bien. Bon, la piscine de Yana au Seme Beach, de notre ami Yana Noko. Oui, on va là-bas demain si tu Voilà, veux. c'est ça. Je suis libre. Donc vous arrivez au Seme Beach, vous partez dans la piscine. Nous Je deux. ne comprends pas, c'est quoi le projet? Nous deux. Il y a la plage. On ne veut pas le maître nageur, parce qu'on sait ce que vous faites. Ouais. On nage seulement à deux, Sam. Très bien. Les messages pour la suite. On a ce message d'un téléspectateur qui n'a pas signé, qui est d'accord pour dire que l'opposition doit se mettre ensemble. Pour lui, il s'agit d'additionner toutes ces parties pour former une seule tous ces partis pour former un seul et donner un nom à ce parti-là. Et il est d'accord pour dire que juste après cette coalition, le président Biya tombera. Ce message également qui vient à la suite, c'est quelqu'un qui veut réagir, qui réagit par rapport à la présence de l'invité sur le plateau, au passage de l'invité, qui dit le Cameroun n'a pas d'opposants, tous sont des disciples du RDPC. C'est un message qui n'a pas été signé également. Et celui-ci, quand même, qui vient également s'inscrire dans la même mouvance. Alors, on a ce message également, c'est Flo qui dit la faute n'est pas au médecin, il est possible qu'elle devait avoir 2 enfants dans sa vie et si elle s'est fait avorter, c'est fini, comme pour dire que l'avortement n'est pas bien. Ça, c'est Flo qui nous a écrit, on vous l'a dit. À la suite de Flo, on va prendre également ce message qui dit d'après moi, le fait était déjà fait, il faut oublier et pardonner à sa mère parce que ça reste sa mère malgré tout. Et c'est Nerval qui nous a fait le message depuis la ville de Tico. À la suite de Nerval, on a également ce message qui est quand même assez lourd, qui dit cette femme est hypocrite, c'est impardonnable ce qu'elle a fait à sa fille. À la suite, celui-ci également qui dit dans cette affaire, les deux ont tort, ce n'est pas normal qu'un parent fasse avorter sa fille, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont à faire désormais, c'est de prier le bon Dieu afin de se faire pardonner. Et également ce message d'Annie Love qui nous écrit de Boya qui dit il faut noter que l'avortement est proscrit au Cameroun et en médecine. On nous apprend que chaque avortement réduit de 14% les chances d'avoir une autre grossesse. Cette femme a accepté de se faire avorter, donc elle laisse sa mère tranquille et à la place à lui demander des excuses. Parlant d'avortement, justement, il faut dire que les médecins et autres praticiens dans les métiers de la santé qui le pratiquent pour faire plaisir à ces jeunes dames sont eux-mêmes passibles de poursuites, effectivement. Il faut qu'ils arrêtent d'encourager ceci, puisqu'ils savent bien que cela est interdit. Voilà. Et il faut dire, Sam Sévérin, que les avortements se pratiquent où, les interruptions de grossesse se pratiquent où. C'est pas forcément dans les grands hôpitaux. Hein. Les centres de santé des quartiers, parfois c'est... Même chez Dorta. C'est ça que je dis, les centres, moi je parle pour les femmes même qui osent, hein, c'est les petits centres de santé, vous allez voir quelqu'un, un médecin pour arrondir, en fait un pseudo-médecin pour arrondir ses journées, se retrouve, ou ses fins de mois, se retrouve à prendre de l'argent chez les filles. Ça va de 30, 40 à 80 000. Mais quand vous allez déjà à l'hôpital, ça devient un peu plus sérieux. Là, les médecins vont invoquer, ils vont dire non, on va écrire que tu ne te sentais pas bien, on a fait tel examen, on a fait tel type de truc et ça a démontré que tu avais des problèmes. Oui, là, ils sont obligés de trafiquer. Là, ça va dans les 120 000, 150 000, parfois 200 000. Charles, mais vous m'inquiétez. 200 000. Non, il faut dire parce que j'ai mené une enquête là-dessus. Ça, je peux vous le dire. J'ai mené une profonde enquête là-dessus. Et je peux vous dire que ce qui donne de l'argent aujourd'hui à ces médecins qui, dans leurs différents domiciles, ont des petites chirurgies.
ont des petits laboratoires ou comment on va appeler ça, des salles d'opération où ils pratiquent cela. Je vous assure, ça, c'est ça qui leur donne de l'argent. Ils sont aujourd'hui à l'aise avec ces pratiques dans les quartiers. Non, il faut dire qu'ils ont aussi, il y a des commerciaux dedans. Les commerciaux sont les femmes qui se retrouvent dans les lycées et collèges, les femmes, les infirmeries, ces infirmières, ce sont elles qui orientent et qui ont leur commission. C'est un business suffisamment bien englué. À l'intérieur, il y a les acheteurs de bébés. Il faut le préciser. Nous sommes là pour dire, disons la vérité, les acheteurs de bébés. L'infirmière étudie la situation de la fille, se rend compte que la fille sort d'une famille très pauvre, n'a rien. La fille lui dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut s'occuper de ton enfant. Non, est-ce que tu peux garder? Le père de l'enfant même, c'est qui? Non, on va s'occuper de ta grossesse. On va te donner tel salaire. On va même te faire voyager. On va mettre l'argent dans ton compte. Fini, va accoucher, tu non enfant. C'est comme ça. Il y a plein de... C'est un business qui se tourne tout autour de cette affaire que vous voyez. Ne prenez pas son premier degré. Non, il disait que c'était un business qui est condamnable par la loi. C'est vrai. Je veux dire, et oui. C'est précisément le syndicat des médecins privés avait d'ailleurs fait une proposition de loi pour légaliser l'avortement au Cameroun. Même si ma fille a 13 ans. Mais sur certaines conditions. Sauf que, effectivement, c'était pour éviter ce genre de désagréments. Parce qu'en France, Simone Veil l'a fait. On a légalisé l'avortement. Ça réduit un peu certaines pratiques comme ce qu'on a vu. Sam, je serais même fier qu'à mon âge, si on commence à... Tu sais que j'ai commencé à résoudre les problèmes au lycée Norquette. J'ai vu la lettre qu'on a écrite dans le cahier de ton fils. J'ai dit que maman, c'est quelle lettre ça? La fille a dit que je peux mettre mes deux au feu, que vous causez ensemble. J'ai dit, papa, il y a les préservatifs dehors. Mais ça ne va pas pourtant dire que si mon fils enceinte une fille, je ne dois pas assumer. Je lui ai dit que, prends les présos. Le jour qu'il ne prend pas, il vient me dire que, j'ai enceinte une fille, je prends la fille, mais à côté de moi. Je serais fait de marcher qu'on dise que voilà tendance que qui est grand-mère. Bon, oui, mais il faudra attendre que ton fils puisse avoir l'âge normal pour ça. Parce il a 17 ans. Non, il n'a pas encore l'âge. Non, tu vas pas comment les enfants qu'on accouche aujourd'hui, Diara. Quand tu n'accouches pas, on dit bordel. En accouchant, même tu n'es pas à l'abri des problèmes. Non, il ne faut pas encourager sa tendance. Les garçons doivent grandir d'abord. Je suis d'accord avec vous. Mais demandez à la communauté urbaine d'empêcher qu'on mette des affiches publicitaires où on voit des femmes au sein pratiquement dehors. Demandez au ministre de la Communication de réguler le secteur au niveau des publicités qui passent à la télévision. De demander à certaines chaînes de télévision privées d'arrêter de diffuser certains types de séries télévisées où on prend de la débauche à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que les choses vont changer dans ce pays. Du coup, on supprime Facebook. Demandez qu'on nous fait la responsabilité comme aux parents aussi. Bon, on prend la revue des réseaux sociaux. Et ce matin, pour la revue des réseaux sociaux, nous avons pour vous deux grandes informations. La première est plutôt triste et à la fin, elle se termine plutôt bien, rassurez-vous. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, depuis quelques jours déjà, a un tout petit peu mis sens dessous les émotions de sa famille. La jeune fille en question, la voilà, elle s'appelle Dédi Larissa et elle est quittée de chez elle il y a plusieurs jours aujourd'hui en laissant une lettre à l'attention de ses parents, soi-disant on ne l'aime pas, elle préfère partir vers d'autres cieux là où on peut l'aimer. Alors le truc, ce qui se passe, c'est que quand elle disparaît, on n'a pas encore trouvé la lettre. Donc les parents s'affolent, ils vont porter plainte, ils sont sûrs qu'on a kidnappé l'enfant, son numéro de téléphone passe, ça sonne mais ne décroche pas. Les parents sont affolés, se disent bien évidemment on l'a kidnappé et tout. Donc du coup, ils sont mal. Alors, le problème commence à prendre une autre tournure quand on se rend compte que sur sa page Facebook, elle fait des publications. Elle a fait une publication le 29 avril dans laquelle elle parle de déception amoureuse et tout. Sa maman est venue réagir dans cette publication-là. Vous allez voir le screenshot de sa maman. Ça, c'est si on parvient à la voir quand même qui s'affiche à l'écran, dans laquelle sa maman lui demande « Mais pourquoi tu t'en vas? Et est-ce que tu t'es demandé comment ta famille se comporte? Comment ta famille se sent ?» Ce qui a quand même attiré l'attention des parents, c'est que sous sa publication, il y avait plusieurs réactions de ses camarades et amis, et à peine la maman a réagi sous la publication que personne après elle n'a plus commenté. Donc après ça, elle a publié une autre série de photos, parmi lesquelles les photos que vous avez pu voir tout à l'heure qui prouvaient quand même qu'elle allait bien. On a commencé à s'inquiéter, on a porté plainte, les enquêtes ont suivi leur cours. Et puis, coup de théâtre ce matin, on apprend par l'une de ses tantes qui est à Tchang, là-bas, ou à Bafous, à Tchang exactement, qu'on l'a retrouvée et qu'il se pourrait qu'elle aille bien. Alors, je décide de parler de cette affaire. Pourquoi, Sam? Pour remettre devant de la scène toutes ces histoires de fugues qui sont en train de prendre de l'ampleur au Cameroun. Souvenez-vous, il y a 2 semaines de cela, c'était la fille d'un célèbre comédien qui avait été porté disparu. Il a fait toute une
vidéo de direct sur Facebook dans laquelle il pleurait à chaud de larmes, demandant à sa fille de rentrer. On s'est mobilisé sur les réseaux sociaux, on a pu la trouver à Limbé. Et beaucoup de personnes sont d'accord aujourd'hui pour dire que cette fille n'avait pas été kidnappée, elle n'a pas disparu, elle est partie de son propre gré pour savourer la vie. Donc on se demande, est-ce que les enfants sont en train de tomber, de sombrer aujourd'hui dans ce qui est considéré comme étant des échecs? On en parle dans ce matin, peut-être pour relever la responsabilité des parents, mais également des enfants. Les parents, mais aussi les hommes, nous qui ne respectons pas assez, je dois le confesser, les femmes, hein, parce que beaucoup de déceptions sur le chemin très tôt le matin quand nous venons travailler. Il m'est arrivé ces derniers jours de croiser une jeune dame qui travaille, ne riez pas, c'est sérieux, qui m'a avoué qu'elle a bien failli se donner la mort parce qu'elle pensait que ce sont des choses qui sont réservées aux autres, mais qu'elle est bien passée par là. Et pourquoi? Parce qu'elle a simplement donné son cœur et tout son amour à quelqu'un qui s'était déjà présenté à sa famille. C'est une fille d'origine congolaise en fait et qui travaille dans une boulangerie de la place à Douala 5e. Parce qu'elle a été déçue en amour, tout simplement. Et aujourd'hui, ne lui parlez plus de cela. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle a frôlé le suicide, elle aussi, en raison d'histoires comme celle-là. Bon, on évoquait le cas également de la jeune fille de Yaoundé qui s'était suicidée pratiquement. Sam, je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Je sais qu'elle parle, on m'a dit que tu as le cœur dur, tu as le truc sur la tête, non? Maman, que tu me donnes quoi? Tu es qui? C'est ta photo qui est sur le lieu de 10 000. On va dire, oh, tu n'as jamais été amoureuse. J'étais amoureuse de couple, il m'a déçu. Tout le monde sait que je l'aime encore. Mais j'attache mon cœur. Je ne peux plus. Je ne peux plus l'aimer. Voilà une petite fille même qui n'est pas encore assise au banc de touche parce que la petite fille là n'a pas 30 ans. Elle a 17 ans. Je n'ai pas dit à nos bitons. Et les enfants d'aujourd'hui grandissent. Donc, tu vois un enfant de 15 ans, elle est là, elle te dépasse en taille. Maman, tu vois une fille, elle va te dire, je vais boire les comprimés parce que mon gars m'a déçu. On prépare, elle ne mange pas parce que mon gars m'a déçu. Maman, je mange. À notre époque, quand j'avais ton âge, je ne savais pas si c'était fille ou garçon. Quand on me disait que tu es garçon ou tu es fille, je disais seulement que gamin. Je ne distinguais pas. Vous voulez nous montrer? Tu partais de laver au marigot avec tout le monde. Je me déshabillais, mais devant mon père, je connaissais quoi. C'est après que maman a dit non, quand une fille a un peu les seins comme ça veut dire qu'elle devient femme. Comment tu peux te déshabiller devant ton père? Je connaissais ça, papa. Alors, bon. Sur le plan de la société de nos jours, on évoque le caractère précoce de nos jeunes filles, c'est vrai. Mais on peut mettre ça beaucoup plus sous quel angle en réalité? Cette déperdition-là, les fugues de plus en plus qu'on enregistre. C'est la non-maîtrise de la puberté simplement. Mais ça commence à la maison. Parce que nous, lorsqu'on dit à un enfant de 6 ans, donne-moi de l'eau, il dit, papa, dis-moi s'il te plaît. Vous dites, s'il te plaît. C'est comme ça que ça commence. Comment un enfant de 6 ans, de 7 ans va commander la famille? Et vous dites que non, ça c'est apprendre les bonnes manières, effectivement. Qui vient de l'Occident, en fait, la protection de l'enfance. Comme disait Tendance tout à l'heure, jusqu'à un certain âge, vous êtes soumis. Vous arrivez, on vous dit, vous ne mangez pas si vous ne faites pas la vaisselle. Vous avez l'obligation de puiser l'eau. Vous devez balayer la maison. Vous devez. Vous dites non, vraiment, il veut voir ton goûter, vous faites faire des choses. Un enfant, même à 6 ans, il sait déjà manipuler les choses. Ça ne se fait pas. Et c'est ça qui apporte à la perdition, précisément. Donc, quand un enfant commence comme ça, à la puberté, vous ne pouvez plus. Comment une fille peut-elle dire qu'elle a une déception amoureuse à 16 ans? Et l'homme, il joue sa vie. À 16 ans, on fait l'école. Lorsqu'on est ce qu'on appelle un enfant inadapté social, il y a des zones comme le home atelier et tout, c'est-à-dire que le parent commence déjà certaines intégrations sociales dans et parmi cette intégration, Charles Amel, il y a le phénomène de l'éducation biblique, je veux dire chrétienne, parce qu'on va quand même remarquer une grosse différence entre les parents, les enfants de parents qui sont chrétiens, qui les dirigent vers l'église tout le temps, et ceux qui sont abandonnés totalement. Sam Sévérin, ce qui est clair pour ceux qui vont à l'église est clair pour ceux qui n'y vont pas. Vous avez des enfants que les parents amènent à l'église tous les jours, qui grandissent dans le circuit ecclésiastique, mais qui à 20 ans sont les plus gros pervers. Ils sont les plus gros pervers, les plus gros déviants. La preuve, et voyez tous ceux qui sont passés par les séminaires et qui sont à la tête mais il ne faut pas l'encourager. Non, je ne suis pas en train d'encourager Sam Sévérin. Moi, j'étais à l'internat et nous avons à l'internat des gens qui, pour voler, utilisaient la croix de Jésus pour casser les cadenas. Ils avaient des techniques pour avoir la croix de Jésus pour pouvoir ouvrir. C'est pour te dire que là où la grâce abonde, le péché surabonde. Moi, j'appartiens à cette époque où, lorsque le père vous disait, 18 heures, j'ai fermé ma porte.
c'était valable pour tout le monde. Passé 18h, 1 minute, tu n'entres pas. Quel que soit ce que tu as fait, tu n'entres pas. Je crois qu'il faut que les parents reprennent le bâton de commandement. Et je vous ai toujours dit que j'ai grandi dans une structure. Mon père avait fait un grand tableau là où il disait de 0 à 15 ans, que l'enfant soit ton esclave. De 15 à 35 ans, que l'enfant soit ton disciple. De 35 à 50 ans, un ami, et de 50 à plus, sois un conseiller pour ton enfant. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis passé par là et je m'en vante, je suis fier. Et je n'entends pas donner une éducation autre à mes enfants que cela. Que dire, monsieur, tu seras mon esclave. Je dis, monte, tu montes. Tu ne montes pas, personne ne dort dans la maison ce jour. Pour dire, non, c'est ça, Sam Sévéro. Ça, c'est Sam Sévéro Ango. Vous vous rendez compte qu'en Europe, on caresse l'enfant de père qui compose le 911 ou qui compose des numéros, on va venir prendre. Ici, là, le fouet a sa place. Vous avez une jeune fille de 15 ans. Moi, je vous assure, je vais vous raconter un cas avec ma soeur. Un jour, ma soeur rentre, on sert à manger, elle dit qu'elle ne mange pas. Ce jour-là, je te jure, on a fouillé toute sa chambre, on a découvert les mambots, les plaques de chocolat. Je vous assure, on a fait un week-end, personne n'a dormi parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait relâché. Donc, pour dire que, pour éviter à un certain moment, comme disait Babo, il faut suivre, il faut superviser ce type de choses. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Ça, moi, je ne peux pas permettre à quelqu'un de me rendre triste. Même à mon âge, si on a déjà compris. Mais ça, parfois vous dormez, les parents dorment. L'enfant est assis au salon sur le téléphone avec au hasard à plus de minuit. Une élève. Et quand tu es fâché contre ton nom, entre-temps, il lui avait une autre petite. Vous avez parlé de tout sauf de fugue. Vous avez parlé d'absolument tout sauf de fugue. C'est la résultante de ça qui amène les fugues. Parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont de plus en plus exposées. Et quand Sam Sévérin parlait de ces hommes, moi je croyais quand même qu'il allait appeler à la responsabilité de ces hommes qui ne regardent plus l'âge des enfants vers lesquels ils sont en train d'aller. Une fille peut être très émancipée, mais ça reste une enfant, Sam Sévérin. Qu'est-ce qui va expliquer qu'un homme puisse amener une enfant à quitter d'une ville dans laquelle elle est avec ses parents pour une autre ville? Ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui va inciter un enfant, peu importe ce qu'on lui a fait dans sa famille, à quitter de la maison sans laisser de nouvelles d'elle et à partir? Vous faites quoi de l'éducation que votre maman vous a donnée? Vous faites quoi du cœur fragile de cette pauvre femme qui est en train de vous chercher non, partout? ceux qui le font, forcément, ce sont les voyous qui n'ont pas d'enfants eux-mêmes, qui ne savent pas ce que c'est. Donc, en réalité, non, ils ont des enfants, Sam Sévérin. Ils ont des enfants. Je vais vous raconter un monsieur avec qui j'ai eu des problèmes de chute. C'était un monsieur de presque 60 ans que je rencontre dans un snack bar, Sam Sévérin. 60 ans. 60 ans, je dis pratiquement 60 ans. Il est avec une jeune fille d'à peine 18 ans. Ils sont en train de se bécoter dans le snack, ils boivent des vins. Je m'approche du monsieur, je dis, mais attendez, monsieur. Vous faites quoi? Vous faites quoi là? Non seulement consomme l'alcool, vous avez vu son âge, c'est la fille qui est à côté qui dit, fiche-nous la paix. Laisse les gens vivre de leur vie. Attends, Sam Sévérin, que fait les forces de maintien de l'ordre? Quel est le rôle des maires? Le rôle du maire, le citoyen, le premier magistrat, son rôle c'est quoi? S'il ne peut pas faire le tour de tous les snack bars, s'il ne peut pas se rassurer de la bonne vie et de la bonne santé de ses citoyens, quand même. Très bien, on prend la deuxième information. Et la deuxième information, cette fois-là, on va quitter le Cameroun pour se rendre dans un pays voisin au nôtre. Et là, nous sommes au Congo où on a découvert une église ou alors un culte d'un autre genre. Et vous allez voir la vidéo, le temps pour nous de parler. Alors, dans cette vidéo, ce que vous voyez entre les mains des fidèles, c'est une bière qui s'appelle... c'est la bière d'une thérapie. La thérapie, en fait, c'est la biramycine. Et toutes ces personnes que vous voyez sont des fidèles qui appartiennent à une église précise. L'église fondée par Guy-Émile Seti Bouako, qui aujourd'hui est décédé. Mais son église, en fait, a une particularité, c'est que là-bas, on va retirer, évacuer les démons des corps des fidèles au travers de cette bière-là. Donc, je vais vous laisser suivre un tout petit peu ce reportage qui a été réalisé par l'équipe d'Africa News. On revient juste après. Les fidèles l'appellent ici la biramycine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biramycine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biramycine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Donc voilà, voilà une église. J'invite le successeur à venir au Cameroun.
Il aura des fidèles, ça c'est sûr. On va fuir Tchala et Somba, on va fuir Djenedor Kamdem, qui nous ont abrévé pendant longtemps des huiles miracles, des eaux bénites. C'est à travers la biéramycine qui entre et qui provoque une sorte de transe. Ça, je crois que ça va aider beaucoup. Mais pour dire et faire sérieux, c'est dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les Africains sont cons. Pardonnez-moi l'expression, ils sont véritablement cons. Se laisser aller comme ça, là, c'est démontrer que l'Africain ne croit plus en rien. L'essence même qui faisait de l'Africain un être fort, un être dur de caractère, aujourd'hui se retrouve à être un être fané. Et c'est la résistance de la colonisation que j'accuse encore. Parce que nous sommes le fruit des grabataires. Je suis contre. Parce que quand vous voyez ceux qui nous ont colonisés, comme vous aimez tout le temps le dire, regardez comment ils vivent. Ils ont quel regard? J'ai envie de vous rejoindre quand vous dites que nous sommes dans la bêtise. Mais pourquoi est-ce que chez eux, ils arrivent à avoir des comportements dignes d'une véritable civilisation et que chez nous, on continue? Non, je crois qu'il faut accuser nos propres dirigeants qui n'ont pas des politiques publiques de gouvernement qui soient adaptées aux besoins de la masse. Parce que là où on ne prend pas en compte l'homme, c'est l'homme avec grand H qui doit être au centre de toute préoccupation, Bombok. Et c'est en cela qu'on va éviter la paupérisation. Ça, c'est la misère qui conduit à cette chose. Voilà. Oui, mais la misère, précisément, si l'Église importée par l'Occident nous amenait au paradis, on n'en serait pas là. Si ça, ce n'est pas l'Église des Occidentaux, en fait. Voilà. Ce sont vos charlatans africains, en réalité. Mais ils sont voir n'importe quoi. Ils sont tous sous. C'est pas la prière là-bas. C'est vous qui dites que les voies du Seigneur sont insondables. Au Cameroun, j'entends souvent pharmacie de garde. Au départ, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pharmacie de garde. Donc, non, sans pour être de manière sérieuse. Il faut se dire, Tchala et Somba, vos églises, et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que sachez que les églises, l'islam, le christianisme n'apportent rien en Afrique. Ça nous apporte ça. C'est ça les déviances qui nous amènent à ceci. Bon, mais il faut éviter les amalgames, Bonbon. Pas d'amalgame, mélanger les vessies et les lanternes. Je suis non, monsieur, le protestantisme qui a ça, ce n'est pas l'église que moi je fréquente. Ça, ce n'est pas les églises que nous on fréquente. Justement, c'est autre chose. On parle de l'église évangélique aujourd'hui. C'est quoi? C'est ça le protestantisme. Et vous êtes offusqué que les protestants protestent. Non, là-bas on doit protester. Et précisément, chacun lit sa Bible, la Bible à sa manière. Et il l'interprète à sa manière. Et puisque ce n'est pas notre culture, revenons dans nos religions traditionnelles. Laissons les Blancs avec leurs choses. Bon, la preuve, au Canada, le Canada est en train d'être évangélisé par les Africains. Alors, ça c'est un reportage fait par Africa News, qui est une chaîne européenne consacrée à l'Afrique et qui a été tournée au Gabon, au Congo. Est-ce que vous nous avez dit que ce sont les Blancs qui ont fait ça? Non, il y a des traces de Blancs nulle part dans cette église. Il faut rappeler que celui qui l'a créé... L'évangélisation, c'est les Blancs. Je vous ai donné son nom. Il s'appelle Émile Séti Bouako. Voilà. Et là-bas, dans son culte, dans son église, on croit toujours qu'il vit parce qu'il est décédé, le monsieur. Donc, il y a un nouveau leader qui s'appelle désormais Charles Lundu. Et les fidèles sont d'accord pour vous dire que le créateur de l'église, ou bien celui qui a mis l'église sur pied, vit en ce nouveau leader-là. Donc, moi, je vois nulle part les traces du blanc à l'intérieur. Et moi, je veux me poser la question un peu plus loin, Sam Sévérin, en demandant aux gens qui font ce genre de choses. D'accord, on va nous dire que le blanc est venu avec ses religions. Mais est-ce que quand on regarde chez le blanc, il fait pareil? C'est pas quelqu'un qui est doté de raison. Précisément parce que le blanc est venu justement l'interpellation. C'est terminé. Merci beaucoup, madame. Il n'y a rien dans l'église des blancs. Revue des réseaux sociaux avec ces deux belles images. D'abord, celle de la jeune Camerounaise de 17 ans qui fait une fugue par le fait de notre société qui est déréglée aujourd'hui. Et puis, l'image qui vient du Congo avec cette pseudo-église qui fait boire n'importe quoi aux fidèles adeptes qui sont comme chloroformés, anesthésiés, un peu perdus. Merci. On prend interpellation. Oh, bon, le développement et le progrès dans notre pays doit d'abord passer par un certain nombre d'éléments, notamment la mise sur pied des infrastructures de base. Ce sont ces infrastructures de base qui vont nous permettre d'avoir une certaine autonomie dans la prise en charge, par exemple, des patients à l'hôpital. Si on essaie d'équiper nos formations hospitalières d'un certain nombre d'appareils et plein de spécialistes, ça va éviter les évacuations sanitaires vers la métropole. Et de ce fait, nous allons faire des économies potentielles en termes de revenus. Et de là, on pourra avoir à un niveau, à un certain moment donné,
quelles peuvent être les perspectives de transporter, c'est-à-dire de faire venir cette technologie chez nous? Voilà, Charles Hamel. Voilà. Sam Sévérin, je suis content, je suis véritablement content de suivre ce compatriote tenir ses propos lorsqu'il parle des infrastructures de base, la prise en charge dans nos hôpitaux, nos formations sanitaires, l'équipement de nos plateaux techniques qui vont éviter de fait des évacuations sanitaires et renflouer les caisses. C'est vrai. Vous avez vu dernièrement, Samuel Eto'o est venu inaugurer le pavillon, mais savez-vous simplement que l'ensemble des matériels qui avaient été jetés a été détourné? Savez-vous que la somme, ça on n'a pas voulu le dire, mais c'est parce que ce compatriote en parle que je suis obligé d'en parler, et dit que lui-même a fait ce constat, et c'est la raison pour laquelle on ne voulait pas inaugurer depuis, parce que l'ensemble d'argent, 700 millions qui avaient été faits, une bonne partie a été détournée. Le plateau technique, tout ce qui avait été acheté aux États-Unis, qui a été envoyé, ce n'est pas tout qui est rentré. Pourquoi les dons qui vont être constamment faits sont soit des dons de mauvaise qualité, soit des dons vraiment d'une piètre qualité, soit détournés avant d'arriver? Pourquoi ceux à qui on confie l'argent, l'État confie de l'argent à aller faire des achats, vont en Europe acheter le matériel de 4e génération déjà gâté, complètement abîmé, repasse la peinture, reprofile et ramène au Cameroun faisant croire que c'est acheté à coût de millions. Qu'il prenne l'exemple sur le Bénin, où le ministre de la Santé a refusé un matériel venu de la France parce qu'il estimait qu'il était désuet. Voilà, il va même peut-être falloir qu'on fasse une véritable enquête sur ce scandale du don de Samuel Eto'o, parce que j'ai même le sentiment, et vous avez raison, que c'était une opération davantage destinée à faire parler de lui inutilement, parce que dans le fond, ce n'était pas vraiment tout à fait indiqué. Hein, Maintenant en prison, on voit comment on détourne les dons des prisonniers. Les gens sont en prison, les hommes de bonne volonté viennent donner les sacs de riz. On dit que les régisseurs et les gardiens de prison détournent. C'est ce qu'on dit. Je n'étais pas là. C'est ce que les gens disent. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est qu'on dit qu'on détourne les dons des prisonniers. Est-ce que c'est normal dans mon pays? Oh, je vais voir clair dans cette affaire. Je vais mener moi-même mes enquêtes. Ça en une seconde. Ce que le compatriote relève là, c'est ce que veut encore relever le syndicat des médecins. C'est-à-dire parler de l'assurance maladie universelle. C'est-à-dire que ça va nous protéger au moins d'un certain nombre de choses. La prise en charge. Lorsque chaque citoyen, ils vont donner, si l'État accepte, hein, ils ont créé une grille de cotisation pour chaque citoyen pour une bonne prise en charge. Au moins, par rapport à cela, les médecins auront leur part, n'iront plus à faire, comme disait Charles Hamel, leur commerce, leur business. Très bien. Madame? Oui, il faut absolument que je parle. Je pense que Charles Hamel, Mbobok et Tendance ont tout dit. Hein. Nous sommes dans un pays dans lequel on est en mal de tout, surtout d'infrastructures sanitaires. Et Charles Hamel, quand même, en s'offusquant sur le scandale qui entache ce dont que Samuel Eto'o fils a fait à l'hôpital, la Quintini de Douala, je pense, a également tout dit. Parce que nous sommes dans un pays, Sam, on est en manque de tout. Sur le plan de la santé, on a le syndicat des médecins du Cameroun qui est en train de revendiquer aujourd'hui qu'un certain nombre de choses soient prises en compte. Et ce compatriote également qui réagit fait pareil. Mais quand quelqu'un a la bonne volonté, a la bonne foi, on va dire de venir vous faire des dons, vous les détournez. Quand quelqu'un va vouloir s'implanter au Cameroun parce qu'il a subi, il a été très bien formé à l'international, il a pu avoir 2-3 amis, ils ont fait une organisation non gouvernementale, ils ont pu avoir un matériel de bonne qualité, il veut s'implanter au Cameroun, vous commencez à sortir des lois et des lois qui viennent d'on ne sait d'où pour l'empêcher de s'implanter, de réaliser forcément le rêve qui est celui de venir en aide à la population qui en a le plus besoin. Mais ça, si on est en manque de tout dans un pays, au moins la santé, je veux dire qu'on sache qu'on n'a pas à manger, mais de savoir qu'on peut se faire soigner, qu'on peut se rendre à l'hôpital, débourser de l'argent pour se faire soigner, c'est une bonne chose. Voilà. Et aujourd'hui, on va accuser nos médecins de ne pas se mettre à fond dans leur travail, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un plateau technique efficient et eux-mêmêmes sont stressés dans leur façon de travailler. Voilà, je vais en profiter à ce niveau d'ailleurs pour annoncer ce soir sur Equinox Télévision à partir de 20h45 une émission toute particulière de regard social qui est donc justement consacrée à ce type de problématique, l'histoire triste d'une jeune fille qui a été obligée de se retrouver dans la mendicité à la Quintini pour se faire soigner une pathologie qui était pratiquement difficile à cerner et à maîtriser. Vous allez le voir avec Eric Kwamo et toutes les équipes autour de lui. Regard social ce soir à partir de 20h45 minutes. Ne manquez pas ce rendez-vous. Tout de suite, on prend donc de ce pas à Africam Shopping Complex. Africam Shopping Complex, la beauté africaine.
Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Bon, et pour en parler ce matin encore, Laure la diva, merci d'être là, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tout le plateau et bonjour aux fidèles téléspectateurs. Et vous allez donc droit vers la présentation de vos prestations ce matin. Oui, nous sommes véritablement engagés, African Shopping Complex, de combattre les kilos, les mauvaises graisses qui s'accumulent dans votre corps. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé véritablement une grande campagne pour permettre à tous ceux qui désirent perdre du poids facilement et efficacement de se rendre tout de suite à African Shopping Complex parce que nous mettons à votre disposition des produits consommables pour ceux qui veulent juste d'été. Nous mettons à votre disposition des appareils de sport, nous mettons des ceintures juste pour vous, pour votre plaisir, pour votre bonheur, afin que vous puissiez retrouver la forme que vous souhaitez. Et ce matin, on commence avec les produits consommables et c'est notre Slimming Capsule qui sont des compléments alimentaires qui vont vous aider à réduire votre appétit pour ceux qui mangent beaucoup. Ce Slimming Capsule va vous aider également à renouveler les cellules de votre corps. Plus vous diminuez les quantités de nourriture que vous consommez, plus votre corps en demande. Le Slimming Capsule vient donc compléter ce régime et vous permettre de vous maintenir en bonne santé malgré le régime que vous êtes en train de faire. Ça vous donne également une bonne mine. Conseillé également pour les femmes qui ont besoin de nettoyer ou encore de protéger leur appareil reproducteur. Ça, c'était pour le Slimming Capsule qui vous aide à perdre 6 à 8 kg en fonction de votre métabolisme. Nous avons aussi le Slimming Tea qui vous aide à réguler votre appareil digestif pour ceux qui ne digèrent pas facilement. Nous avons ce thé fait à base des plantes essentiellement naturelles qui vous aide à réguler votre appareil digestif, vous brûle les graisses dans l'ensemble de votre corps, purifie votre organisme, régule le taux de sucre que vous avez dans le corps. C'est un thé à consommer à chaud tous les jours pour pouvoir brûler les kilogrammes ou encore les graisses qui s'accumulent dans votre corps. Voilà pour les produits consommables que nous mettons à la disposition de tous ceux qui veulent perdre du poids à partir de maintenant. Vous vous rendez à African Shopping Complex à Douala, situé à la BPCité, en allant vers la paroisse Christ-Roi. Pour des adeptes du sport qui, malgré, après toutes les occupations que l'on a en journée, ne peuvent pas facilement mener leur activité physique, eh bien, désormais, c'est terminé les prétextes ou encore de dire, j'ai pas le temps pour aller faire du sport, pour muscler mon corps, pour tonifier mon corps, pour réguler la circulation sanguine. Désormais, nous avons le Smart Wonder Core qui est cet appareil de sport qui vous permet de muscler votre corps en faisant des exercices physiques. Vous pouvez muscler abdos, biceps, triceps, affiner vos jambes. Avec cet appareil de sport, vous pouvez faire au moins 8 exercices physiques en moins d'une heure et vous sentir en pleine forme, brûler les kilogrammes et surtout réguler votre circulation sanguine. Cet appareil de sport est vendu avec un CD qui vous permet de faire un coaching pour vous aider à brûler suffisamment les graisses sur les parties que vous souhaitez perdre rapidement. Nous enchaînons avec notre ceinture VibroShape, conseillée pour les hommes et pour les femmes qui souhaitent perdre des kilogrammes, surtout au niveau du ventre, parce que c'est une ceinture munie de double moteur, d'un moteur à double action, qui vous permet de brûler rapidement et efficacement les graisses qui s'accumulent au niveau de votre ventre. Lorsque vous portez votre ceinture, vous avez 30 minutes d'exercice par jour et vous verrez qu'au bout de 15 jours, vous verrez déjà votre ceinture abdominale réduire. Les graisses de votre ventre également auront disparu parce qu'à l'intérieur, nous avons une mini chaleur qui diffuse et qui brûle les graisses qui sont à l'intérieur de votre ventre.
idéal pour les femmes qui viennent de donner naissance ou encore des femmes qui veulent drainer le mauvais sang qui est resté dans le corps. Vous pouvez également porter au niveau des cuisses, des biceps, des triceps, comme vous le sentez. Sur la partie où vous souhaitez perdre rapidement, j'ai dit bien rapidement, les kilogrammes. On enchaîne avec la petite partie relaxation parce que Africam Shopping, c'est le dégraissage, le massage et l'esthétique générale. Et ce matin, nous présentons notre dauphin masseur qui est cet appareil qui vous permet de masser votre corps à domicile chez vous sans vous déplacer. Vous pouvez masser votre cou, votre dos, toutes les articulations. Ce dauphin masseur, idéal pour les personnes qui ont besoin d'une rééducation des articulations. Ce dauphin masseur vous aide à combattre la fatigue. Vous qui avez un sommeil léger, avec une bonne séance de dauphin masseur, vous verrez que vous allez avoir un sommeil doux et vraiment apaisant. Pour ceux qui souffrent des crampes au niveau des articulations, le dauphin masseur est également idéal pour vous. Combat la fatigue générale, facilite la circulation sanguine. Après 10 minutes d'utilisation de notre dauphin masseur à multiples accessoires, nous avons 8 accessoires qui viennent avec ce dauphin masseur. Vous verrez que vous allez vous sentir bien dans votre peau. Laure, il faut conclure. Oui, on conclut ce matin en disant que puisque la campagne est lancée, nous interpellons toujours les propriétaires des salons de massage, des salons de salles de sport à courir rapidement chez nous à Africam Shopping puisque une offre spéciale est lancée pour tous ceux qui souhaitent avoir ces différents appareils. Si vous n'êtes pas dans la ville, nous nous chargeons d'acheminer le colis jusqu'à chez vous. Vous n'avez qu'à appeler les numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran. Très bien, merci. Les adresses sont connues. C'était donc à Africam Shopping Complex, notre partenaire de bien-être et de relaxation. La beauté africaine. Notez amincissant sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez amincissant apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, donc après Africam Shopping, on va poursuivre ce programme qui prendra fin dans quelques petites minutes avec la critique de fin d'émission. Donc on va aller prendre tout à fait autre chose avec le spectacle Africa Stand-Up qui présente donc le Stand-Up Show Night. Voilà, donc pour en parler, ce sera tout de suite avec Constille Amine, le principal acteur de l'opération qui s'appelle Major AC, qui est dans les couloirs. On va aller les accueillir sans autre forme de procès à l'instant dans ce programme. Oui, Sam Séverin, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous les fans de l'artiste Major AC et de Valérie Ndongo. Il est bel et bien à mes côtés, le créateur du Stand-Up Night Show, Major AC, qui est donc là pour confirmer cet événement. Valérie Ndongo est dans d'autres médias. Question bien sûr de rafouler encore la communication. Alors je vais sans plus tarder passer la parole à l'artiste. Bonjour évidemment à tout le monde, à tout le plateau. Bonjour à toutes les copines. Voilà, qui sont sur le plateau. Je n'oublie pas les gros noirs qui sont là. Je n'oublie pas Batouké là, Sam Séverin. Je n'oublie pas, c'est la famille en fait, c'est la famille. C'était mon camarade de classe. Ah ouais, c'était mon camarade. Et sa maman m'a photo coup le matin. J'ai jamais oublié ça. Et chaque fois qu'on se retrouve entre camarades de classe, on se souvient toujours de ta maman. Elle nous a fait ça Dieu coup le matin. Mais là, vraiment, heureusement que tu nous fouettais pour qu'on soit des hommes. Donc effectivement le spectacle c'est ce soir. Alors ce sera la 11e édition du Stand-Up Night Show, c'est ça? Oui, c'est la 11e édition que nous avons baptisé l'appel du peuple acte 2 Bidunkat Challenge. Donc, non, vous savez Bidunkat c'est notre collègue, vous savez. Et nous, depuis que j'explique aux gens dans ce pays que Bidunkat c'est notre collègue. Mais comme tout artiste, un métier d'artiste, c'est pas facile le succès. Hein. Donc à trimer. C'est-à-dire qu'aucun organisateur de spectacle sérieux ne voulait le programmer sur son plateau.
Il a fallu que le père Paul Biya, le père de la nation, organise un spectacle à guichet fermé à Itoudi. Pour 1 minute, pour que notre terrible collègue, son talent se révèle jusqu'en Chine. Donc vous pouvez imaginer, nous avons donc décidé de venir revendiquer ce gars-là. Parce que les gens le voient ministre, on ne peut pas savoir, on ne sait pas d'où il vient. Mais nous, on était encore tout petits, il faisait le tour de nos établissements scolaires. Mini pam pam choga, mini pam pam. Alors vous voyez, vous avez le même souvenir. Le gars répétait tous les jours, mais personne ne le voyait. C'est le jour qu'il a le succès que les gens racontent. Oh, Bidunka Challenge, Bidunka Challenge. On lui rend hommage aujourd'hui. On lui rend hommage aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour? J'aimerais bien voir. Non, aujourd'hui, on a... C'est ce 11 mai, bien sûr, à 11 mai aujourd'hui, Canal Olympia, à partir de 20h. À partir de 20h, ouais. C'est un nouveau spectacle. On va refaire ça? Oui, Bidunka Challenge. Mais ouais, c'est une répétition qu'on a fait longtemps. Notre collègue faisait la répétition. Bonjour, monsieur le président. Mbolo, monsieur Biya. Mbolo Biya. Personne ne voyait. C'est le jour que ça a le succès que tout le monde s'est mis à crier. Bien évidemment, vous savez, c'est pas évident pour les artistes. Le gars, il a son succès, applaudissons le gars et disons-lui bonne chance, mon gars. Maintenant, pour le programmer en spectacle, si tu n'as pas 5 millions, n'appelle même pas son manager. Alors, tout un spectacle programmé donc autour de ce que vous appelez Bidunka Challenge. Il n'y aura pas autre chose. Et il y aura l'appel du peuple acte 2. Oui. Vous savez, le spectacle que nous donnons ce soir, nous ne voulons pas le faire. Mais le peuple nous a appelés. Le peuple nous a dit, les gars. Et la rébellion s'est commencé chez Valérie. Le peuple a commencé à appeler Valérie chez lui. C'est-à-dire que sa femme lui dit un matin, l'argent veut déjà finir, l'argent veut déjà finir. Tu fais un nouveau spectacle quand? Et le peuple de chez moi a enchaîné. Papa, on veut de nouveaux habits, on veut de nouveaux vêtements. Et la mère m'a dit, ma copine, tu fais donc un nouveau spectacle quand? Donc le spectacle qu'on fait là, c'est notre peuple qui nous a appelés. Voilà. Très bien. Alors, moi, je ne saurais vous laisser partir parce que quand c'est quand même du Major AC, on a toujours en mémoire le sketch qui vous a fait roi jusqu'à vous faire traverser les frontières à travers toute l'Europe. Vous allez devoir être obligé de faire ma copine même en quelques secondes, mais je m'attarde sur quelque chose qui m'intrigue sur les billets en vente. Alors, c'est 5 125 francs, 10 125, ça veut dire quoi ça? Alors, les 125 là. Oui, Sam Séverin, comme tu l'as si bien demandé, vous savez très bien que Major AC et Valérie Ndongo dégagent toujours de la comédie dans tout ce qu'ils font. Même le prix de 10 125 francs, c'est une manière déjà de faire de la comédie. Il y a des gens qui ont... oui, il faut prévoir la monnaie, c'est très important. Donc, parlons donc des prix d'entrée pour ce soir. Je rappelle que le spectacle, c'est ce soir à partir de 20h00 du côté bien sûr de la prestigieuse et somptueuse salle de fête Canal Olympia, cette nouvelle salle de fête en plein cœur de Douala, à la gare de Bessengue avec la sécurité, un parking et un confort inégalable. C'est donc ce soir à partir de 20h pour un prix de 5 125 francs. Voilà, il faut rappeler que les tickets de 5 000 sont terminés. Voilà, on vient de recevoir des coups de fil à l'instant, nous disant qu'il n'y a plus les tickets de 5 000, il n'y a que les tickets de 10 000. Donc, pas d'envoyer tous ses collègues acheter les billets de 5 000. Voilà, donc voilà, les billets, donc, il ne reste plus que les billets de 10 125 francs. Quelques billets de 10 125 francs. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est tout simplement pour essayer donc de rappeler cet événement, de remercier notre partenaire qu'on va remercier tout à l'heure, et tout en invitant la population de Douala et même du Cameroun à venir ce soir à partir de 20h pour vivre l'unique spectacle de comédie qu'offrent Valérie Ndongo et Major AC, Bidunka Challenge, acte 2. Alors, rapidement, remercier tous vos soutiens en quelques 30 secondes, parce qu'il faut qu'il conclue avec ma copine. Voilà, je pense que la réalisation, on va donc bien sûr, en affichant bien sûr la plaquette de tous les partenaires. Vous savez, produit Major AC, ça demande assez de moyens. On a donc bénéficié du soutien de tous ces partenaires là qui s'affichent à l'écran, notamment la radio et télévision Equinox. Même la bouteille de gaz nous soutient. Bien entendu, voilà, c'est bien entendu la bouteille plein gaz. Et je vais également remercier l'un des parents de cet événement, le président Arnold Eteki Motajaz, la société de régie publicitaire Campub, le restaurant La Grenadine. Voilà donc tous ces partenaires-là qui s'affichent à l'écran à l'instant. Reste une fusion, plus de 50 partenaires qui ont décidé d'accompagner l'événement de Major AC ce soir à partir de 20h du côté du Canal Olympia. Et surtout un grand merci à la radio Equinox, partenaire du concept Salaka, et à la télévision Equinox qui nous ont accompagnés. Et surtout, une fois de plus, merci au président Arnold Eteki Motajaz qui a mis à cet Major AC à présent parce que... Alors, ma fille, l'affaire de faux blanc dont tu parlais dans ce cybercafé, je te dis que c'est vrai. Moi-même, j'en suis un témoin oculaire. Ma fille,
Tu connais Mont Blanc qui devait arriver à l'aéroport là. Moi-même, je suis allé le chercher à l'aéroport. Quand des jeunes gens m'ont vu à l'aéroport, ils ont commencé à crier « Wakwaro, Wakwaro, la grand-mère ici, la grand-mère ici. À ton âge, tu cherches encore les blancs ?» Je leur ai répondu que « Est-ce que moi j'en fabrique ?» Alors nous allons conclure en donnant les points de vente rapidement. Pour ceux qui veulent les billets de 10 000 francs, rendez-vous directement du côté du Canal Olympia. Il ne reste que les billets de 10 000 francs. Rendez-vous à Canal Olympia. Rendez-vous du côté bien sûr de Bama Fashion, à la radio Balafon, du côté du Feu Rouge Bessengue et même à la radio Equinox, à travers le concept Salaka. On peut les avoir ou alors nous appeler à ce numéro de téléphone. Ceux qui n'ont pas le temps, on va se déplacer, venir vous donner votre billet de 10 125 francs. Et je rappelle que ce soir... Une dernière précision. Il y a des gens qui appellent. Quand on envoie une belle fille pour remettre les bureaux, les billets, elle grimpe l'escalier devant nous. Elle revient avec les yeux rouges. Elle vous dit, voilà vos billets, je ne vends plus. Mais la poche est bourrée d'argent. On se demande, est-ce que c'est les billets qu'elle allait vendre dans le bureau là. Donc, désormais, on va vous envoyer de gros noirs musclés dans ce bureau-là. Voilà. Merci, c'est terminé pour la 11e édition du Stand-Up Night Show de Major AC Valérie Ndongo, qui reste le dieu vraiment de comédien humoriste. Alors, vous vous situez dans quelle catégorie? Vous êtes comédien humoriste parce qu'il y a souvent au niveau de la terminologie. Oui, nous sommes comédiens d'abord et puis nous sommes humoristes par la suite parce que nous avons cette capacité à dépasser le personnage de simple comédien pour susciter le rire. Voilà. Merci beaucoup. C'est terminé. Rendez-vous ce soir à partir de 20h à Canal Olympia. Voilà. Et j'enchaîne avec la critique de fin de ce programme. Au nom de la liberté de critiquer, on va d'abord parler de quelque chose qui s'appelle au Cameroun le cumul des fonctions. Oui, tous ceux qui font partie de la gérontocratie aux affaires sont habitués à être directeur général de ceci et président du conseil d'administration de cela. Vous pouvez être ministre chargé, on va dire, des assemblées et en même temps secrétaire général adjoint du RDPC. Plus tard, on vous bombarde même ministre plein. Vous pouvez être président du Conseil national de la communication, mais par ailleurs occuper une autre fonction. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que ça prend des allures assez inquiétantes depuis la dernière nomination du sieur Koaluk, honorable député à l'Assemblée nationale, par ailleurs membre de l'exécutif à la FECAFOOT, vice-président, deuxième vice-président de la FECAFOOT, et aujourd'hui désormais directeur administratif des équipes nationales de football. Ça suscite beaucoup d'émoi et d'étonnement même. Mais puisqu'on est au Cameroun, on peut se rappeler que même Pierre Semengue, qui est aux affaires depuis les années 30-50, jusqu'à ce jour est toujours là aux affaires en qualité de président de la Ligue de football professionnel. C'est ça la République qui n'est pas du tout exemplaire. Et à l'allure où vont les choses, il va falloir peut-être que les gens se révoltent pour demander un véritable changement de système. Le dernier scandale en date, c'est l'affaire Kalkaba Malboum. Oui, du nom du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui vient d'essuyer une grosse claque à l'international parce qu'il n'a pas compris, comme son ami et frère Issa Hayatou, qu'il faut savoir quitter les choses. Et le plus grave, c'est que le gouvernement de la République l'a accompagné dans ce qui s'apparentait à une grosse escroquerie. 185 millions de francs CFA décaissés au niveau de la primature pour soutenir la candidature de Kalkaba à l'élection africaine qu'il a du reste perdu. C'est l'Ivoirien, le général Lassana Palinfo, qui a plutôt gagné cette élection des présidents des comités nationaux olympiques d'Afrique. Donc c'est ça le Cameroun, avec la multiplicité des fonctions qu'on occupe généralement. Le cas de Kalkaba, Malboum, Koaluk et bien d'autres dans les milieux du sport, de la politique. C'est bien dommage. Merci de rester sur Equinox. La dernière du Zénith, c'est demain vendredi. Restez avec nous.